le podcast de Serge Diaz, magnétiseur. Bonjour Serge Diaz. Bonjour Jérémy. Vous êtes magnétiseur. C'est exact. Et vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi hypnothérapeute. Oui. Vous faites beaucoup de choses différentes. Bioénergie. Exactement. Et ma première question, c'est est-ce qu'on peut vraiment définir le magnétisme pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce que c'est? Pour moi, le magnétisme est une énergie de vie. La Terre dégage du magnétisme, donc on vit dans des énergies magnétiques, ce qui nous permet de maintenir en vie. Et à partir du moment où on est dans ces énergies, dans la positivité et autres, et bien ça permet de nous maintenir en santé, en vie et autres. À un moment donné, quand ces énergies qu'on appelle l'aura, qui dégagent de nos corps, commencent à s'amenuiser par les pollutions extérieures, etc., donc ça finit par atteindre le corps. Donc mon travail à moi, c'est de remettre en place ces énergies, de manière à ce que le corps soit un petit peu protégé, exactement comme la Terre, du fait de son magnétisme, est protégée par les rayonnements du Soleil. Nous, c'est notre énergie à nous, magnétique également, qui nous protège de toutes les agressions extérieures. D'accord. Et ça permet de maintenir le corps en santé. Est-ce que je peux vous poser la question, comment c'est arrivé exactement? Comment vous avez ressenti les premières sensations, Moi, les intuitions? Depuis tout petit, vu que j'étais abandonné, donc j'en voulais un petit peu à Dieu au démarrage, et je me suis mis dans tout ce qui était sciences occultes et tout le reste. Pour quelle raison spécifiquement? Parce que j'étais abandonné, donc j'avais une certaine haine en moi, une certaine rage de pas comprendre pourquoi j'étais abandonné, pas comprendre pourquoi ma mère m'avait largué. Alors quand je voyais les autres qui avaient des cadeaux à Noël et tout, ça me mettait pas réellement en colère, ça me peinait. Voilà, c'est ça, surtout ça le mot. Et j'ai toujours été attiré par tout ce qui est ésotérisme, la vie après la mort, etc. Et un jour, sans faire exprès avec un copain, je l'ai mis sous hypnose, sans faire exprès. Et puis tout est parti de là, en fait. Après, j'ai commencé à faire des séances d'hypnose en m'amusant. Ensuite, j'ai fait la Légion. Je suis monté sur Paris parce que je me suis dit le meilleur endroit pour m'en sortir, vu que j'étais seul, c'était la capitale, où j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, où j'ai fait de l'informatique. Et quand j'ai trouvé une femme, je me suis marié. Quand on s'est séparés, j'étais pas bien, donc je suis allé voir des magnétiseurs. Et qui, eux, m'ont dit, t'as du magnétisme, il faut que tu te lances, parce qu'il y a pas assez de magnétiseurs sur Paris. Mais au début, je m'en foutais un petit peu, parce que je gagnais même ma vie dans l'informatique. Et puis, j'avais d'autres objectifs à ce moment-là. Et après, je suis allé voir une autre personne, une magnétiseuse, qui maintenant est décédée. Et c'est elle qui m'a poussé, qui m'a envoyé ses clients avant de décéder. Mais entre-temps, vous étiez toujours dans ce domaine-là? J'ai toujours été dans l'ésotérisme. J'imagine lecture, recherche... C'est une passion pour moi. Okay. Donc, ouais, j'ai plein de pendus, Et puis, j'étudie plusieurs techniques. Là, en ce moment, je suis en train d'étudier toutes les fréquences RIF. Je suis en train d'étudier tout ce qui est cache, c'est les technologies cache. C'est toute information, c'est vibration et information. Donc, je suis dans le vibratoire quantique informatoire. D'accord. Et tout ça, ça me passionne. Donc, je fais énormément de recherches. Et évidemment, dans le lot de résultats, il y a beaucoup d'âneries, bien évidemment. Après, j'expérimente et je vois ce qui me parle. Ce qui me parle à moi ne veut pas dire, ou qui me parle pas, ne veut pas dire que ce soit faux, veut dire que je ressens pas. Donc, je ne sais pas. Mais quand vous dites des ressentis, c'est quoi? C'est des intuitions ou c'est un ressenti intérieur. Et comment on peut définir le ressenti intérieur? L'intuition, oui, ça peut être ça. Ouais, je pense. C'est quelque chose qui vibre en vous? C'est quelque chose qui vibre positif en moi. À partir du moment où ça vibre positif en moi, c'est que je le prends pour bonne chose, pour moi. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Mais à partir du moment où c'est bon pour moi, je le prends pour moi. Après, j'expérimente sur des personnes, sur des clients en moi qui veulent expérimenter. Par exemple, le RIF, j'ai enlevé les candidos, j'ai enlevé des tas de choses sur des clientes à moi qui voulaient bien expérimenter avec moi. Et il y a des bons résultats. Technologie cache, c'est différent. J'ai de moins bons résultats, donc je le propose pas. D'accord. Après, il y a l'holoélectron, la haute fréquence, c'est les bobines Tesla qui agissent sur plein de pathologies. Donc, je le propose en plus du magnétisme, en plus de l'hypnose, si je sens qu'il y a besoin. Donc, en clair, vos clients arrivent pour le magnétisme et vous gérez par rapport au cas? Ils arrivent pour un problème. Ensuite, moi, suivant le problème, je leur propose. Toujours, je propose, je n'impose jamais. Le magnétisme va agir au niveau énergétique et l'hypnose va agir au niveau plus profond, interne de la personne. Donc, souvent, j'allie les deux. Et ça, en général, des résultats pas trop mal. Après, si c'est des douleurs mécaniques, je fais une séance de magnétisme. Si c'est pas suffisamment puissant, je rajoute de l'holoélectron, de haute fréquence, qui a un effet anti-inflammatoire, un effet antidouleur. Donc, il m'arrive de lier plusieurs technologies de manière à améliorer le soin. Parce que je ne suis pas non plus... on a des limites, les magnétiseurs. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la bioénergie. Donc, j'utilise d'autres énergies s'il y a besoin. Mais je le propose aux patients toujours avec le rapport. Mais comment ça se passe exactement dans votre corps quand vous faites une séance de magnétisme? Est-ce que ça vient de la tête et ça va jusque dans les mains? Ou est-ce que c'est directement une sensation de picotement? Ou comment ça se passe? Je ressens des
des changements vibratoires. Quand je fais des impositions de main sur la tête, épaules, ventre, genoux, pieds, ça me permet de ressentir un petit peu. Alors la tête, ça me permet de voir le surmenage mental. En général, c'est très féminin parce qu'elle pense beaucoup. Au niveau des épaules, je ressens les barres de tension, les barres de stress. Au niveau du ventre, s'il y a des problèmes au ventre, je ressens parce que ça commence à gargouiller, tout ça, puis ça remet en place. Les genoux et les mollets, ça me permet de voir si la circulation se fait bien, circulation énergétique. Ensuite, je regarde les chakras, je regarde surtout le sacrum, parce que le sacrum, c'est celui qui nous relie à la terre, de manière à ce que les énergies passent bien. C'est le premier chakra, si je me trompe. Ouais. Quand le chakra déconne, ça veut dire qu'on est trop aérien et pas assez relié à la terre, donc les énergies se passent mal. Et en général, ça déclenche des petits problèmes, quoi. Alors, je demande de rééquilibrer avec des couleurs rouges, par exemple des lumières rouges ou des galets, par exemple du jaspe rouge, faire une petite méditation dessus, ou aussi avec des bains de sel, parce que le sel, le soir, lui, sa propriété, c'est de pomper la négativité de la journée et de réactiver ce chakra-là. Moi, on m'avait conseillé de prendre un gros bol et mettre beaucoup de gros sel pour un peu, on va dire, dégager toutes les ondes négatives d'une pièce. Ça, c'est dans un lieu. Le seul problème, c'est que les gens, ils font ça, sauf qu'ils le laissent un mois. Le sel, une fois qu'il est chargé, il renvoie ce de quoi il est chargé. C'est un peu pas pareil pour les pierres aussi. On m'a dit les cristaux, c'est pareil, il faut les purifier. Et il faut éviter que les gens touchent, parce que quand vous allez acheter un cristal dans le magasin, il était touché par une vingtaine de personnes. Donc déjà, nettoyer direct. Et sur ces 20 personnes, il y a forcément des qui ont des pensées négatives. Donc le cristal va se charger de ces énergies-là, et ensuite, il les renvoie. Donc, automatiquement, dès qu'on achète un cristal, quel qu'il soit, alors après, il faut vérifier s'il peut passer sous l'eau ou pas, parce que les cristaux sont fragiles. Il faut à tout prix le purifier et remettre une intention. Par exemple, moi, j'ai acheté des cristals de quartz rose, je le purifie, je le nettoie, donc ça le vide. Vous le purifiez comment exactement? De l'eau salée. D'accord. Une nuit à la lune, une journée au soleil, et ça le recharge. Mais après, j'y mets l'intention dedans. C'est comme si on prenait une bouteille vide, qu'on la mettait dehors. La bouteille peut se remplir de n'importe quoi. En y mettant l'intention, ça remplit le cristal. Donc, il ne peut plus y avoir d'autres énergies qui viennent se remplir à la place de l'intention. Alors, la propriété du quartz rose, c'est l'amour. Donc, j'y mets des intentions d'amour. Je dis que ce cristal est destiné à m'apporter l'amour dans ma vie, par exemple. Mais alors, par exemple, quand vous mettez des intentions d'amour, est-ce que vous forcez ou est-ce que jamais. Vous forcez jamais? Je force jamais. D'accord. Mais comment vous faites? C'est parce que si, imaginons, je sais pas moi, si 5 minutes avant vous êtes un peu disputé avec quelqu'un, comment je ne discute jamais. D'accord. Est-ce que vous avez une pensée spécifique à quelqu'un que vous aimez beaucoup et ça aide à donner cette émotion-là? Non, parce que c'est un amour inconditionnel. Donc je pense pas à une personne en particulier. Je pense amour, point. D'accord. Comment? C'était bien bizarre de se dire ça, mais c'est-à-dire que pour chaque sentiment, vous avez tout de suite le ressenti. Par exemple, imaginons vous faites une séance de magnétisme. Si la personne est en amour, vous allez le ressentir. Et si la personne a une haine, vous allez le ressentir aussi. Évidemment, parce que ça sent dans les énergies. De toute façon, je le vois, parce que je regarde dans les yeux directement, je vois au fond de la personne ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent, disent non, je suis pas stressé, je suis pas déprimé, et puis elles s'asseyent, souvent ils font. Elles s'asseyent, puis je regarde dans les yeux, puis je vois des ombres au fond des yeux, puis je dis, puis elles se mettent à chialer direct, à pleurer, pardon. Non. Et parce que c'est l'émotion intérieure qui se ressort. Alors je leur dis, pleurez. D'ailleurs, j'ai acheté un stock de mouchoirs, parce que j'ai beaucoup d'étudiants. Alors je leur dis, il faut laisser évacuer ces émotions. Il faut les laisser, il faut pas les retenir. Et souvent, ça arrive qu'elles se mettent à pleurer ou sur la table ou en arrivant ici. Mais il y avait des techniques aussi, que j'ai lu ça dans certains livres, où il y a des tribus anciennes qui faisaient une technique où dès qu'il y avait une émotion, ils faisaient par exemple des grimaces, ou ils faisaient des sortes de mouvements pour un peu enlever toutes les émotions négatives, tout ce qui est mauvais en fait. Est-ce que ça marche aussi ça par exemple? Non, je les pompe. Moi, ah d'accord. Ouais, je les pompe et je les transmets. Mais moi, j'essaye je rassure beaucoup. Comme j'ai énormément d'étudiantes et que quand je fais une séance d'hypnose, elles ont des blocages inconscients, donc je rassure beaucoup. J'explique qu'il n'y a pas de perte de conscience, qu'elles ne vont pas se retrouver en train de faire mon ménage ou autre chose. Ça, c'est à la télévision. Puis bon, il y a une part de mensonge dans cette histoire-là. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit si elle ne le veut pas. D'accord. La loi du libre arbitre est immuable. Est-ce que le risque, c'est de révéler un peu une personnalité un peu différente? On joue tous, on joue tous des rôles. La majorité des gens qui y a dehors, ils jouent un rôle parce qu'ils montrent uniquement la personnalité qu'on veut, qu'ils veulent que l'on voit. Et c'est petit à petit qu'on apprend à connaître la personne. Mais sur l'instant, vous jouez un rôle, moi je joue un rôle, et dans le privé, on est différents. Voilà, donc à partir de là, petit à petit, parce que j'ai des jeunes filles qui viennent me voir et qui reviennent me voir assez souvent, petit à petit, il y a une confiance qui s'installe, et après, on voit la vraie personne. D'accord. Est-ce que vous trouvez ça sain ou pas dans notre société d'avoir des rôles différents ou des personnalités un peu différentes selon la personne avec qui on est? C'est la société qui veut ça. Mais est-ce que c'est sain ou pas? Parce que la société. Quoi votre avis sur ça? Non, c'est pas sain, bien évidemment, on doit être soi. Mais la société apprend dans les apparences. Donc la majorité des gens sont dans l'apparence. Et le problème, c'est qu'ils sont trop dans l'apparence et dans l'illusion. En fait, quand vous naissez, on vous dit ce que vous devez penser plus tard.
Donc, en grandissant, vous, à l'heure actuelle, vous pensez par vous-même. Non, vous pensez par rapport à ce qu'on vous a dit de penser depuis l'enfance. C'est un peu aussi les problèmes aussi avec, je vais prendre un sujet un peu différent, mais c'est un lien quand même, c'est l'homosexualité, par exemple. Où pendant beaucoup de décennies, il y avait un souci dans les familles. C'est pour ça aussi que beaucoup de personnes aussi cachaient leur homosexualité, et même encore aujourd'hui dans certains. Exactement. Donc il y a ces sujets-là aussi. À mon époque, c'est un peu un lien aussi. En fait. Tout est en lien. C'est l'apparence. À mon époque, on parlait pas trop de sexe, mais je vois les jeunes femmes maintenant. Je dis putain, elle me parle de sexe, comme si c'était, comme si on prenait un café, quoi. Bon, maintenant, ça me choque plus que j'ai l'habitude. Mais il y en a qui parlent cru, quoi. J'ai putain, pas encore plus cru que les mecs. Et une dernièrement, elle m'a dit, moi, j'aime bien être seul, comme ça, je vais chasser. Bon. À mon époque, j'ai pas 90 balais non plus, mais bon, à mon époque, c'était un petit peu tabou. Puis maintenant, bon, il y a tellement de sexe gratuit partout que ça déboussole un petit peu les jeunes, quoi. Mais est-ce que vous ressentez quand même, il y a une évolution et que les gens se disent beaucoup plus une vérité, quand même, leur vérité sur leur sexualité ou sur ils sont plus nature. Leur avis. Ils sont plus nature, ils sont plus directs. Ouais. Parce que c'est l'époque qui veut ça, quoi. Avant, c'était un petit peu tabou, donc on n'osait pas. Mais à l'heure actuelle, ils sont très ouverts, même des fois, ils sont un petit peu trop ouverts, je vais dire même. Mais il y a aussi que pour nous, c'est démocratisé sur Internet et tout, même les femmes regardent du porno maintenant et forcément, ça déséquilibre un petit peu certaines personnes à ce niveau-là. De toute façon, moi, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, à partir du moment où c'est dans le respect de l'autre, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et en revenant à cela, les gens jouent ils sont dans l'éphémère, en fin de compte, parce qu'ils se montrent une image qui ne sont pas eux. Le problème, c'est que quand on finit par les connaître, on voit leur vraie personnalité, souvent elle change. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle pervers narcissique et autres, ils montrent une image, ils jouent des rôles de manière à manipuler et à détourner les gens vers leur propre intérêt à eux. Et une fois que la personne se rend compte, c'est trop tard parce qu'elles sont manipulées. Donc, je dis qu'il faut analyser, patienter et voir un petit peu la personne, ce qu'il en ressort. Ce que j'apprends aux jeunes filles, parce que les jeunes filles, elles sont un petit peu, dès qu'elles voient un beau mec, hein, alors je leur explique que on reconnaît un arbre par ses fruits, pas par la grosseur et la beauté de son tronc. Si le fruit est sucré, même si l'arbre est réchitique, ça veut dire que c'est une bonne personne. Si le fruit est acide, même s'il a un beau tronc énorme, ça veut dire que c'est une personne malsaine ou une personne toxique. On apprenait quand on était plus jeune, il faut regarder à l'intérieur et pas à l'extérieur de la personne. Il y a des personnes qui sont extérieurement moyennes, mais qui ont une beauté intérieure que vous ne retrouverez jamais chez un mec ou une nana beau. Parce qu'un mec ou une nana beau, ils sont dans l'ego. C'est moi je, et c'est moi je. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le charisme, en fait? De temps en temps, c'est vrai que il y a des personnes, on peut les trouver moyennement beaux, entre guillemets, ou ils se prennent pas soin d'eux, entre guillemets, mais qui ont un charisme et qui ont une lumière en eux. Souvent, on dit ça, il y a une lumière dans les yeux. Ils dégagent une énergie de positivité, et c'est ce qui attire. En fait, l'aura va à 5-6 mètres. C'est pour ça que certaines personnes, on a un effet de recul quand on s'approche, parce que les énergies sont incompatibles. Une personne qui est déprimée, elle envoie des énergies d'agression. Donc, quand on s'approche vers une personne comme ça, on n'a pas envie de s'approcher parce qu'on se sent agressé, mais c'est inconscient. Et il y a des personnes qui dégagent des énergies lumineuses et on a envie de s'approcher, on a envie d'aller leur parler. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un petit peu les toxiques, les moins toxiques et tout ça. Mais après, il faut avoir ce ressenti, parce que si on l'a pas, c'est difficile à... Des fois, on s'aperçoit trop tard, souvent. Mais rassurez-moi, c'est-à-dire une personne, par exemple, qui a des ondes un peu négatives, mais qui est pas spécialement méchante, mais qui a des ondes négatives, peut-être parce qu'elle a des mauvaises pensées, elle peut changer, en fait. Oui, bien sûr. Ah non, le cerveau est modelable. On peut changer à partir du moment où on le souhaite. Il y a des techniques comme l'EFT ou la pensée positive de tous les jours, mais c'est un travail sur soi. Même moi, je continue à travailler. Je continue à travailler sur moi parce qu'on a tous une part d'ombre, une part de lumière. Sauf que moi, je maîtrise ma part d'ombre et que je laisse sortir plus ma part de lumière quand je fais les soins. Mais à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais aussi con, quoi. Je me saoulais, je fumais, je faisais exactement la même chose que les autres. Et petit à petit, comme je pense que j'étais destiné à arriver dans le soin, petit à petit, je me suis un petit peu ce que j'appelle purifié, quoi. Mais le fait que vous soyez un petit peu plus connecté avec la Terre, avec les ressentis, est-ce que ça aide quand même aussi à avoir plus de confiance en la vie, en fait? Ah ben, c'est obligatoire. Si on n'a pas confiance en la vie, si on n'a pas confiance, et puis qu'on va pas dans le sens de la vie, on rame dans le sens contraire et puis on n'avance pas. C'est ce que font la majorité des gens. Et le problème, c'est que la majorité des gens cherchent à l'extérieur ce qu'il faut chercher à l'intérieur de soi. Donc, ils ne trouvent jamais. J'ai plein de jeunes filles qui cherchent à faire pourquoi ci, pourquoi ça. Je leur ai dit, le bonheur, il part de la tête. Et il n'est pas dans un château, dans une grotte ou autre chose. Il y a des gens qui sont heureux dans une grotte et malheureux dans un château. Donc, beaucoup de gens cherchent à l'extérieur ce qu'il faut travailler à l'intérieur de soi. C'est comme ce qu'on voit avec aussi les artistes qui deviennent tout d'un coup du jour au lendemain riches et puis on voit la drogue, l'alcool, sans faire un cliché, mais certains sont tombés dedans. Une grosse majorité.
Aussi, j'ai une question par rapport à l'hypnothérapie. Ça arrive aussi, alors vous m'avez dit que vous avez hypnotisé un ami sans faire exprès. Ouais. Comment on fait pour faire hypnotiser un ami sans faire exprès? Parce que j'ai voulu jouer, j'avais vu une séance de sophrologie à la télé, j'ai voulu jouer, et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais endormi, quoi, qu'il était sous hypnose. Et qu'est-ce que ça apporte en plus dans votre profession? Dans ma profession. C'est pour travailler d'autres domaines, en fait? Ah oui, c'est pour travailler en profondeur avec l'inconscient. Et est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est peut-être bizarre comme question, mais ça fonctionne très bien. Mais pourquoi exactement? Pour quel domaine précisément? Parce que, en fait. On connaît pour la cigarette, par exemple, ça c'est la chose la plus connue. La cigarette, c'est le plus basique. Mais après, ça fonctionne aussi sur les vieilles mémoires émotionnelles qui sont ancrées. Tout trauma crée ce que j'appelle les mémoires émotionnelles dans le corps. En créant une séance d'hypnose, on va remonter au déclencheur de cette mémoire émotionnelle et l'apaiser. Le fait de l'apaiser, cette mémoire, elle s'évapore. Donc, ça enlève des traumas, des vieilles mémoires émotionnelles. Parce que ces vieilles mémoires, à force de s'accumuler, elles peuvent d'un seul coup déclencher un burn-out, une tension. C'est un petit peu l'effet du verre, la dernière goutte qui fait déborder le verre. Ces mémoires, elles s'accumulent jusqu'à un moment donné, le corps peut plus. Donc, on pète un câble. Burn-out, dépression et autres. En enlevant ces mémoires, on revide ce verre et ça permet d'en mettre d'autres par-dessus. Parce que toute notre vie, en fin de compte, on aura des mémoires émotionnelles à des moments donnés négatives. Tout simplement par des agressions extérieures, par des agressions de gens, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, et tout ça. Tout ça, ça crée ce qu'on appelle des mémoires qui s'enregistrent dans le corps. Mais par rapport aux personnes qui sont négatives ou toxiques, j'ai lu sur votre site internet que vous conseillez un peu il faut s'éloigner ou de temps en temps. Il faut s'éloigner. Ouais, mais pas encore c'est quelqu'un de proche dans la famille. Comment on fait exactement? Est-ce qu'on décide de couper ou on se dit une fois par an? On peut couper un laps de temps. Et surtout quand on se sent pas bien. La personne, si elle est pas bien, et puis qu'elle va voir quelqu'un de toxique, ça va encore la rabaisser encore plus. Donc, dans ces cas-là, on attend de se sentir bien. Et quand on se dit, bon, je me sens bien, je peux supporter, j'y vais. Moi, j'ai une jeune femme qui s'occupe que de sa mère. Mais sa mère, elle en profite. Et je lui dis, ton rôle n'est pas de t'occuper de ta mère. Enfin, pas à 100%, parce qu'elle passe tout son temps, elle a arrêté le travail, elle passe tout son temps à s'occuper de sa mère. Et je dis, c'est pas ton rôle. Ton rôle, t'es une enfant, tu dois déjà t'occuper de ta vie, ce qui est déjà assez compliqué. Et après, quand t'as des moments que tu peux t'occuper de ta mère et de ta mère, quand tu te sens bien, tu le fais. Mais c'est ce qu'un malade ne peut pas aider un autre malade. Et c'est ce que je leur explique. Tant que toi, tu ne te sens pas bien, ne le fais pas, parce qu'en fait, vous vous rabaissez toutes les deux. Et le lien direct avec ça, c'est que souvent, dans notre société, en fait, de plus en plus, dès qu'on pense à soi, on pense qu'on est égoïste. Mais c'est quelque chose quand même qui revient. Et souvent, beaucoup de personnes, souvent la génération des quarantenaires, cinquantenaires, c'est débile. Ils sont dans cette perspective-là, de sacrifice pour les enfants, de se sacrifier pour les autres, en fait. On ressent de plus en plus. Si on ressent un sacrifice, pour pas faire d'enfant. On fait une chose parce qu'on a envie de la faire, mais si on s'oblige à la faire, on se force à la faire, faut pas la faire. Il faut pas avoir peur aussi comment dire, de pas casser un lien, mais plutôt de s'éloigner. Vous avez vu le film Matrix? Oui. Et dans la vie, c'est la même chose. Il y a ceux qui arrivent à se déconnecter de la matrice et ceux qui restent dans ces illusions. Donc, ils vont rester dans ces illusions. Et puis, il y a énormément de gens qui aiment bien qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de penser. Voilà, en fait, il y a énormément de gens parce que je compare ça avec le poisson rouge dans son bocal. Il est bien dans son bocal parce qu'il connaît son bocal. Alors, certains, je leur dis, il faut sauter dans l'océan, sortir de son bocal pour plonger dans l'océan. Mais ça fait peur. L'inconnu fait peur. Donc, les gens préfèrent rester dans leur bocal, dans leur merde, plutôt que d'essayer d'aller mieux. Parce que d'essayer d'aller mieux, c'est l'inconnu et ça leur fait peur. Et la peur empêche d'avancer. Et comment on peut enlever cette peur-là? Comment on peut enlever les peurs en général? En les affrontant. Mais au lieu de se dire, dans cet océan, il y a des requins, pourquoi on ne pourrait pas se dire, dans cet océan, il y a l'amour, la positivité, etc., etc. Changer les pensées. Pourquoi on pourrait pas, voilà, exactement, changer sa manière de penser. Pourquoi on ne pourrait pas se dire, je vais rencontrer des gens formidables. Il y a des gens qui restent avec des gens, je connais des femmes qui restent avec leur mec toute leur vie parce qu'elles ont peur d'être seules. Mais c'est débile, parce qu'en fait, elles s'empêchent de rencontrer d'autres personnes. Donc, elles s'emprisonnent elles-mêmes, c'est idiot. Alors que si elles quittaient la personne qui est toxique pour elles, elles seraient libres pour rencontrer des personnes formidables. Mais elles s'en empêchent, le fait de ne pas vouloir quitter cette personne toxique. Je trouve ça idiot. Je comprends. Tout ça, c'est des peurs. Et c'est ces peurs qui empêchent d'avancer les gens. Ces peurs et l'ignorance. La peur et l'ignorance fait beaucoup de mal, en fait. Et vous parlez de un peu cacher ces peurs-là, de pas en parler. Pas les cacher. Non, mais il y en a certains qui vont les cacher et qui vont tourner un peu en rond, entre guillemets. Ils vont rester, comme vous dites, dans leur domaine et ils vont pas avoir ailleurs, entre guillemets. Mais la peur qui est la plus connue, entre guillemets, c'est la peur de la mort. Ça, c'est la peur la plus... L'inconnu. En fait, on a peur de la mort parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, c'est l'inconnu. C'est pas réellement la mort. Il y a pas aussi la peur aussi, moi, c'est ce que je ressens, et par exemple, c'est ma peur à moi, autant se le dire. C'est la peur de mourir demain et de pas avoir pu faire ce que je voulais faire. Ça a l'air bête, mais... Et à partir du moment où on sait que la mort n'existe pas,
Pourquoi on se réincarnerait pas pour faire ce qu'on n'a pas fini de faire? D'accord. Donc, la peur, elle est où là-dedans? Pourquoi on doit avoir peur de ça? D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors, je reviens avec une seconde peur, mais le fait, par exemple, des vies antérieures, on connaît ça, cette hypothèse-là, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce fait de se dire, on va recommencer, en fait? On peut recommencer si on n'a pas fait ce qu'on avait fait. En fait, quand on vient se réincarner... mais pour certains, pour eux, pour recommencer, c'est-à-dire souffrir à nouveau, en fait. Ah, on expérimente dans la souffrance. On n'expérimente pas dans le bonheur. Parce que quand tout va bien, on peut jouer plus par terre, on bouge plus. Donc pour vous, en fait, on devient meilleur en tombant, en fait. C'est comme pour apprendre. Après, c'est pas parce qu'on pense qu'une chose nous est négative qu'elle l'est forcément. Parce que quand on change d'angle de vue, on s'aperçoit des fois qu'elle n'est pas si négative que ça. Je parle par expérience. Ma femme, quand elle m'a jeté, je souffrais comme un malade. Puis 3 mois après, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis bien censé. J'espère qu'elle va pas écouter. Sinon, elle va me tuer. Je couperai peut-être ce passage. Donc, l'équilibre, l'harmonie, la dualité, un kilo de souffrance est un tremplin pour 1 kilo de bonheur. L'un sans l'autre ne peut pas exister. La vie, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait la mort. Sans la mort, la vie ne peut pas exister non plus. Tout a son opposé. Donc, si je suis à un moment donné dans ce que je perçois comme souffrance, qui ne l'est pas forcément pour d'autres, c'est parce que je vais aller à un moment donné, dans 1 kilo de bonheur. Pour vous, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si, par exemple, on était à 100% tout est équilibre, harmonie. On est immortel, entre guillemets immortel, puisqu'on est immortel, l'âme est immortelle, entre guillemets. Mais le corps immortel, etc., ce serait fade, en fait, entre guillemets. Si tout serait bisounours, ce serait fade. Et on pourrait pas apprendre, entre guillemets. On peut pas expérimenter quand tout est bonheur. Mais quand vous parlez le mot expérimenter, pour vous, c'est comme si on était là pour apprendre des leçons, pour apprendre des choses. On est là pour apprendre et évoluer, grandir, étendre sa conscience. On n'est pas là pour bêtement picoler, fumer et d'autres choses que je dirais pas. Mais on est là pour apprendre par rapport à ce qu'on a pu faire dans des vies antérieures et ce qu'on a pu mal faire, entre guillemets. Exactement. Les charges négatives qu'on ramène avec nous des vies antérieures, il faut venir les expérimenter. Quand vous allez tuer quelqu'un, vous créez une charge négative et vous allez expérimenter cette charge négative. Donc, à votre tour, quelqu'un va vous tuer. Pour que vous expérimentez ce que vous avez fait subir à d'autres personnes. C'est la loi de Talion, ça. Un peu. Oui, un petit peu. Mais c'est la loi du je sème et je récolte ce que je sème, tout simplement. D'accord, ok. On peut l'appeler Talion, on peut l'appeler autre chose. Non, mais la charge négative n'a pas forcément. Par exemple, si vous donnez une baffe à quelqu'un, vous n'allez pas forcément prendre une baffe. Vous créez une charge négative qui peut être après sur un refus de travail. Ou sur une nana qui va vous jeter. D'accord. Ou autre chose. En général, la charge négative, elle revient sous une autre forme de charge négative. Mais tout ça dans un but de vous faire expérimenter ce que vous avez fait subir. D'accord. J'ai lu aussi que dans une vie, on a des passages qui sont, entre guillemets, on a plusieurs chemins possibles. C'est-à-dire qu'on a une destinée, mais il y a des passages obligés un peu. Comme avant de se réincarner. Alors, il faut bien comprendre une chose, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est nous qui choisissons en fait. Voilà. En fait, quand on se réincarne, notre conscience, c'est comme si on la mettait dans une boîte de conserve. Donc, elle se réduit à l'état de moi, ce que j'appelle l'état de limace. Quand on sort de ce corps, notre conscience reprend son état normal, donc 1000 fois supérieur à celle que l'on a maintenant. À partir de là, on sait ce qu'on a mal fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on doit recommencer, ce qu'on ne doit pas recommencer. Et c'est nous-mêmes qui remettons en plan notre prochaine vie avec l'aide de guides. Mais ça reste des guides et pas des obligations. D'accord. Mais notre conscience est tellement étendue que l'on sait exactement ce qu'on a besoin de faire ou pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un guide exactement? Un guide, c'est une entité, en général, qui est désincarnée et qui est là pour essayer de vous mettre sur un chemin. Mais si vous voulez bien l'entendre, alors un guide ne parle pas parce qu'il n'a pas de carte vocale, donc il vous parle par ressenti, par effet de déjà vu, par rêve. Mais il faut aussi regarder les signes. Si vous êtes plongé dans votre téléphone, c'est sûr que les signes, vous n'allez pas les voir. Hein. Mais le problème aussi avec les signes, c'est moi ça m'est arrivé quand j'ai découvert ce système de signes synchronisation. Le problème c'est que à un moment donné, on voit des signes partout. Et le problème c'est comment est-ce que on doit ressentir quelque chose à l'intérieur, on se dit là c'est un signe. Ou est-ce qu'on doit juste se laisser aller, et puis tout d'un coup, vraiment, quand on a une pensée qui arrive, c'est ça? Moi, c'était ressenti. En fait, moi, ce que je fais quand j'ai une question, parce que j'ai pas la connaissance infuse non plus, il y a des trucs que je comprends pas, je me pose la question intérieurement, puis je laisse faire. Et à un moment donné, pas j'ai une réponse. D'accord. Alors là, je pense que c'est une réponse qui vient de mes guides. Et puis moi, en tant que soignant, je suis assez protégé, parce qu'on essaie de faire de la magie noire sur moi et tout, mais ça marche pas, parce que ça se renvoie sur ceux qui essaient. On a même essayé de me tuer. Par magie, mais ça marche pas de toute façon, parce que tous les soignants sont très protégés, justement parce que ils sont pas cons, ils savent très bien qu'on est attaqué par ces entités négatives, par des personnes qui nous veulent du mal, par des critiques dans notre dos, etc., etc., etc. Donc on est un petit peu blindé, quoi. D'accord. Heureusement. D'accord. Donc la magie noire existe, bien sûr. comme la magie blanche. Est-ce que vous faites la magie blanche, ou on peut appeler ça comme la magie blanche? Je fais pas de magie noire. Enfin, j'en ai fait avant, mais non, j'en fais plus. En fait, voilà, je suis passé par la noirceur parce qu'il faut passer par l'opposé d'une chose que l'on veut connaître. Pour arriver dans la lumière, il a fallu que je passe par la noirceur. Comme
Je suis pas un singe, ça n'a rien à voir. Hein. Mais comme tous les saints, on fait leur traversée du désert. Ben, j'ai fait ma traversée du désert pour arriver dans la lumière et devenir soignant. Si j'avais pas fait cette traversée du désert, j'aurais été dans le jugement. Et là, je ne suis pas dans le jugement. Quand une personne vient me voir et me dit, je suis un fumeur, je suis dans l'incompréhension, j'étais ancien fumeur. Quand une personne vient me voir et me disait, je picole, je suis dans l'incompréhension parce que j'ai picolé aussi. Quand une personne me dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis dans l'incompréhension parce que j'ai essayé aussi de me suicider, j'ai essayé aussi de faire toutes les conneries de jeunes qui font, je l'ai fait aussi. Donc, je ne peux pas être dans le jugement, mais je suis dans l'incompréhension. Et quand il y a un cas qui est différent et que vous n'avez pas expérimenté... Je ne cherche pas à juger. Ok. Mon rôle n'est pas de juger. Mais tous les jours, vous ne jugez personne. Ou de temps en temps, quand même, c'est un peu humain aussi de juger sur certaines choses. Un petit peu, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit le minimum, quoi. Mais tous mes clients qui viennent ici, je ne cherche pas à juger, je cherche à aider, rien d'autre. D'accord. Mais vous parliez d'énergie négative ou de genre de sort qui vous était jeté et puis vous étiez protégé. Voilà. Mais protégé par qui, en fait? Par les guides? Par mes guides. Mais par un guide ou par des guides? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait comme une troupe, entre guillemets. Non, mais on fonctionne par famille d'âmes. D'accord. Donc, en général, ou ça peut être des proches aussi qui ont décidé de venir nous suivre un petit peu dans cette vie-là. Un grand-père décédé où il y avait une grosse affinité un gros amour entre. Il peut devenir pas guide, mais protecteur de cette personne. Et voilà, on fonctionne par famille d'âmes. Donc, il arrive souvent qu'une personne de cette famille d'âmes se réincarne et qu'une autre se réincarne aussi pour, à un moment donné, apporter quelque chose à celle qui s'est incarnée avant ou inversement. Et comment on peut communiquer, pas communiquer, mais comment on peut envoyer un message ou recevoir un message de ce guide? Vous disiez de se laisser aller et puis laisser passer les messages. Non, mais moi, je parle à mes guides comme je parle à un copain. D'accord. En fait, le fait de se parler un peu à soi-même, ça marche aussi? Mais ils entendent. D'accord. Ah, ils peuvent pas parler parce ils sont sur un plan vibratoire différent, mais ils entendent très bien, ils sont à côté de nous, ils entendent très bien c'est comme si vous me disiez, les microbes, on les voit pas, donc, Et comment vous avez découvert ça, en fait, exactement? Cette partie-là. C'est des ressentis, c'est tout petit. D'accord. Je pense que je suis une vieille âme, donc j'ai beaucoup de réincarnations, et toutes ces réincarnations, petit à petit, m'ont emmené là où je suis maintenant. Elles m'ont emmené dans une certaine compréhension. En fait, mon but était de devenir soignant. Donc, je suis devenu pourquoi j'étais venu faire ici, donc soignant, tout simplement. Mais tout ça, ça date aussi de vie passée. C'est une continuité, quand on ne vient pas soignant avec une réincarnation, c'est impossible. Donc c'est une continuité dans mon cheminement, tout simplement. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple les vies antérieures. Parce que ça, c'est une question qu'on se pose. Ouais, je vois que ça vous travaille beaucoup. Là. Non, mais les vies antérieures, parce que j'ai la réponse, mais je préfère avoir la réponse de votre bouche. Est-ce que la personnalité, parce que en fait, ce qui fait peur, c'est qu'on se dit dans une vie antérieure, peut-être qu'on était un gros connard, autant qu'on se dise. Voilà pourquoi. Et peut-être dans une vie antérieure, on était un saint. Voilà pourquoi on a instauré l'oubli. Ah. L'oubli a trois raisons d'être. D'une, voilà, le libre arbitre. Ouais. Si on savait que le bien est bien et le mal est mal, il n'y aurait plus de libre arbitre, donc on ne pourrait plus choisir parce qu'on choisirait le bien automatiquement. D'accord. Secondo, justement, si dans une vie passée vous étiez clair et vous en souveniez, vous feriez quoi? Tertio, si vous savez que la mort n'existe pas, déjà qu'il y a assez de suicides comme ça, dès le moindre problème, on se suicide. Donc, on serait plus beaucoup sur Terre. D'accord. Donc, l'oubli est installé une partie pour ça, pour que le libre arbitre puisse s'appliquer, et si on avait été éclairé dans une vie passée, pour pas qu'on s'en rappelle. D'accord. De toute façon, nos actions, elles sont enregistrées au fond de nous, dans notre âme, si vous voulez dire. Donc, il n'y a pas d'oubli réel. Petit à petit, il y a certaines actions que l'on a commises, par exemple négatives, elles vont agir sur nos comportements. Et c'est comme ça qu'on se rend compte, en fin de compte, qu'on a été un petit peu négatif dans une vie passée ou d'autres, parce qu'on va reporter un petit peu ce qu'on a été dans une vie passée. C'est-à-dire, exactement. Imaginons dans une vie antérieure, je sais pas, je prends un exemple tout à fait bête, mais je sais pas, est-ce que j'étais par exemple un voleur, imaginons. Je volais les gens, j'étais un peu... Imaginons dans cette vie-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va beaucoup me voler, par exemple? Ou ça non. va être quoi? Ou on va me faire des charges négatives, ce ne sera pas forcément sous forme de vol. Moi, je parle de charges négatives. 1 kilo de charge négative ou pendant 1 kilo de charge négative. Ça ne sera pas forcément sous forme de vol, ça peut être sous d'autres formes. Mais votre âme, votre être intérieur, lui, saura pourquoi. D'accord. Donc, tout est enregistré, rien n'est perdu. C'est-à-dire qu'après la mort, lorsque l'âme reste et l'âme s'en va, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on redevient ce qu'on est originellement, en fait, entre guillemets. On redevient l'origine par rapport à notre évolution. Parce que si on est une entité négative, on reste une entité négative. On ne devient pas une entité positive parce qu'on décède. D'accord. En fait, tout marche par taux vibratoire. C'est-à-dire on perd notre personnalité, entre guillemets. Non, pas réellement. Si on est une entité négative, on reste une entité négative. Que ce soit incarné ou pas incarné. D'accord. En fait, on amène toutes nos actions avec nous. C'est pour ça que ceux qui restent à côté de leurs biens, machin, et trucs, c'est des conneries parce que les biens, on les emmène pas. Moi, il y avait une personne qui adorait l'argent. Je lui ai dit, je te ferai un beau circuit en buffon de 500 €.
on emmène nos actions. Ce qui est important, c'est les actions que l'on fait sur ce plan matériel. À partir du moment où on a des actions négatives, on se retrouve dans un monde à taux vibratoire bas, ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer n'existe pas réellement, c'est inventé par l'Église. Mais ça s'appelle pas ça le bas astral, si, ça voilà. Donc, chaque personne, chaque entité incarnée, quand elle va se désincarner, elle va aller dans un monde vibratoire qui lui correspond. Parce que tout est vibratoire dans l'univers. Donc, si vous êtes une bonne personne, vous irez dans un monde vibratoire à bonne vibration. Si vous êtes une autre personne négative, vous irez dans le bas astral, exactement. Et vous risquez, à votre tour, de vous nourrir des énergies négatives, des gens qui dégagent, des gens qui sont en incarnation. D'accord. Ces entités négatives, elles viennent d'être quelque part. Ce sont de genres de personnages qui dégagent des énergies négatives, qu'une fois qu'ils se désincarnent, il reste des entités négatives et se nourrissent d'énergies négatives des autres. D'accord. En clair, pour un peu rassurer les gens qui ont peut-être fait des mauvaises choses, et c'est pas mon cas heureusement, mais pour les gens qui ont fait des mauvaises choses maintenant dans cette vie, jamais rien fait de mauvais. sûrement, Ouais. mais de choses vraiment très mauvaises, il y a le système un peu pas de pardon, mais comment on peut dire ça, la personne peut évoluer quand même dans sa vie. Non, évidemment, on est en évolution constante. Ah non, on évolue, bien heureusement. Ça veut dire inversement, c'est-à-dire que je peux être très bien dans cette vie, et puis la prochaine vie, je peux être un... Est-ce qu'on va expérimenter quelque chose qui va être le contraire de ce que je suis pour que j'apprenne aussi? Non, c'est petit à petit qu'on va le devenir. Est-ce que ça veut dire qu'on évolue toujours dans le positif, ou est-ce que ça peut arriver? Non, on peut très bien rester négatif 1 milliard de vies. Ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui tournent en boucle, qui répètent continuellement la même chose. D'accord. Parce qu'ils ont pas eu la petite étincelle qui leur dit que peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Ceux qui sont enfermés dans leur bocal, les petits poissons rouges dans leur bocal, il y en a qui restent indéfiniment dans leur bocal. Parce qu'ils pensent pas que sauter dans la mer, ça peut être mieux. Et puis il y en a beaucoup qui n'aiment pas réfléchir, donc ils se laissent guider, puis qui se laissent manipuler par des entités négatives. Donc ils restent dans ce genre de schéma, quoi, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on évolue positivement, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à quelque chose de plus spirituel, à un moment donné, ou une connexion avec soi-même, ça veut dire que quand ça arrive, normalement, dans les vies suivantes, on va pas retomber. On évolue. On évolue. On évolue. Mais non, on peut pas. Enfin, on peut retomber en arrière si on le veut. Mais en général, on évolue dans un sens positif. Après, à partir du moment où on commence à avoir des bonnes actions et des bonnes choses, il y a le spirituel qui vous appelle. Il y a un appel qui se fait. Voilà où ça déstabilise. Parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas. Pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je me sens tendu quand je suis avec cette personne alors qu'avant non. Parce que à partir du moment où le spirituel vous appelle, vous changez vos énergies, vous changez vos vibrations petit à petit. Donc vous attirez d'autres événements. Et vous vous dites, je comprends pas pourquoi maintenant j'ai plus envie d'être avec cette personne alors qu'avant c'était mon meilleur ami. C'est parce que vous évoluez. D'accord. Et à partir du moment où l'appel se fait, à un moment donné, vous l'acceptez et vous rentrez dedans. Parce qu'il y a toujours la loi du arbitre, vous pouvez toujours refuser. Mais l'appel, pour moi, personnellement, c'est l'amour et la lumière. Pas la lumière EDF. L'amour inconditionnel, je parle pas de sexe là. Et à partir de là, on ne peut qu'ouvrir les bras et d'y aller, mais tout doucement. Pas petit pas après petit pas, parce qu'on va pas arriver spirituellement comme ça et puis marcher sur les eaux du jour au lendemain, c'est pas possible, quoi. Et à partir de là, on accepte d'expérimenter parce qu'on sait que cette expérimentation nous élève au niveau spirituel. Et à partir de là, on comprend que tout ce que l'on a expérimenté, c'était dans un sens positif pour nous. Donc, ces énergies négatives ne deviennent plus des énergies négatives, deviennent des tremplins. À partir du moment où c'est ce que j'explique aux jeunes femmes, là, j'ai une, elle cherche à droite, à gauche, elle cherche pas à droite, à gauche, tu ne trouveras pas. J'explique que, à un moment donné, l'amour va rentrer dans sa vie. Mais, à un moment donné, l'opposé aussi. À partir du moment où on le sait, ça nous fait moins mal. D'accord, donc c'est-à-dire, en fait, il faut accepter aussi qu'il y ait la possibilité qu'on ait des problèmes. À un moment donné, il y aura. D'accord. C'est inévitable, en fait. Oui. Déjà, la vieillesse, c'est inévitable avec les problèmes de santé qui peuvent arriver. Déjà. La vieillesse, je sais pas si c'est inévitable. Pourquoi? Je sais pas. Je vais essayer d'expérimenter. Non, je veux dire, la maladie avec... La maladie, elle vient en général. On se la déclenche tout seul en général. D'accord. Par les mauvaises pensées, par je suis pas bien, je suis triste, je suis ici. La maladie, beaucoup de maladies, on se les déclenche tout seul. Des cancers, c'est le stress. Des cancers, zona, psoriasis, tout ça, c'est déclenché par le stress. Donc on se les déclenche tout seul. D'accord. Ou par rapport à aussi un choc émotionnel, j'imagine. Oui, bien sûr. Un choc émotionnel crée un stress. Oui, non, mais je parle du stress en général. Ou par rapport à un voisin, un ami, parent ou autre chose. On se déclenche. La généralité des maladies, on se les déclenche soi-même. C'est-à-dire, on se laisse, c'est bizarre, mais on se laisse mourir un peu, entre guillemets, ouais. C'est un peu ça? Un petit peu. Mais enfin, parce qu'on est dans l'ignorance, parce qu'on ne sait pas beaucoup de personnes ne savent pas que c'est eux qui se déclenchent leur maladie. Après, ils se le disent parce que quand on fait un burn-out, on se le déclenche de l'intérieur. Bon, on ne vient pas de l'extérieur à nous. Ouais. Mais alors, comment on peut aussi fortifier un peu l'esprit, en fait? Pensée positive, il faut remodeler son cerveau, pensée positive, action positive.
avoir confiance en soi et en la vie, c'est hyper important. La vie, c'est l'essence divine. Sans cette essence divine, on est coupé de la vie. Donc forcément, on peut pas aller dans un bon sens. Mais c'est étrange parce que, honnêtement, si les gens étaient plus connectés, entre guillemets, avec cette spiritualité-là, le monde irait mieux, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais pourquoi aussi on nous a coupé un peu ce fil-là? Est-ce qu'on se le coupe nous-mêmes, en fait? Évidemment, c'est la société qui fait ça. Est-ce que aux informations, vous voulez parler spirituel? C'est très rare. Non. Pourquoi on parle que de merde aux informations? Parce que c'est ça qui crée l'audience. Quand on parle de positif, ça crée pas l'audience parce qu'il est plus facile d'aller dans le mal que dans le bien. Donc, on veut de l'audience, on en parle plus de mal que de bien. Il arrive de temps en temps qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, mais on en parle très brièvement. Et il y a des tas de gens, Bruno Groening, lui, là, personne ne le connaît, celui qui est à côté de Patampillon, avec ses oreilles en feu. Il a fait des miracles. Il a fait des miracles certifiés par la science. Il a fait des miracles encore plus grands que celui de Jésus. Personne ne le connaît. Et pourtant certifié par la science. Et il est mort dans les années 60. Donc, il n'est pas si vieux que ça, quoi. Et il y a des documentaires sur lui, il a réellement existé, il a réellement fait des miracles. Les médecins lui ont ramené des gens qui étaient en phase terminale, qui étaient en train de mourir. Il ressortait de son cabinet, il vivait. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que ça n'intéresse pas les gens. Moi, j'ai découvert son existence dans un tout petit book de naturopathie. Après, je me suis dit, putain, mais pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Il y a des tas de gens qui sont des lumières sur ce monde. Voilà. Sur ce monde, il faut des phares. Il y a des entités qui se réincarnent pour équilibrer la partie d'ombre. Il y a des entités qui se réincarnent pour équilibrer la partie de lumière. Hier, j'ai fait une petite jeune fille. Je sais pas si elle veut m'entendre. Moi, je parle d'Alix. Elle est là. J'ai vu dans son âme qu'elle fait partie de ces parties de lumière. Mais pour l'instant, elle ne comprend pas encore. Donc, elle cherche à l'extérieur ce qu'il faut qu'elle développe à l'intérieur. Mais à un moment donné, la compréhension va s'installer, le spirituel. Déjà, le spirituel l'appelle déjà parce qu'elle vient me voir puis elle me pose beaucoup de questions. Ça prouve donc qu'elle a l'appel du spirituel. Mais elle est venue pour ça, de toute façon. Donc, elle va développer petit à petit sa partie de lumière et petit à petit, elle va devenir un phare pour ce monde. Comme il y en a plein d'autres. C'est ce qu'on appelle des anges incarnés. Bon, après, si elle m'en compte, je ne veux pas qu'elle grossisse les chevilles non plus. Je sais pas si elle écoute ce radio. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous dites l'appel, entre guillemets, moi, je prends par exemple à mon expérience personnelle, c'est vrai qu'il y a ce sentiment où à un moment donné, quand on rentre dans ce domaine-là, on a l'impression que c'était un peu destiné. Pas destiné, mais entre guillemets, c'est comme si... Prédestiné. Oui, exactement. C'est comme si on nous a fait un petit clin d'œil. En mode, c'est le moment, là. Oui, ce que je veux dire, mais il y a aussi des énergies qui sont envoyées de manière à faire des ouvertures de conscience. D'accord. Pourquoi il y a énormément de gens qui s'ouvrent au spirituel? Parce qu'il y a aussi des énergies que l'on envoie et que l'on reçoit, que l'on capte. Et il y a peut-être aussi le besoin aussi, dans notre société aussi. Il y a aussi le cheminement que l'on a fait avant qui nous amène à cette porte-là. J'ai énormément de jeunes filles moi, qui posent des questions parce qu'elles sont appelées. Après, on rentre dans le spirituel quand on se sent prêt. On ne vous demande pas de rentrer obligatoirement, de forcer. Rien n'est fait par force, tout est fait par libre arbitre. Mais à partir du moment où on commence à s'intéresser à cela, c'est parce qu'il y a l'appel qui se fait. D'accord. Mais c'est-à-dire que, je prends par exemple, il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui sont un peu perdus dans leur vie, entre guillemets. C'est normal. Qui ont des doutes, il y a plusieurs chemins possibles, ils savent pas lequel prendre. Et par exemple là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on se laisse aller ou on teste tout et puis on verra bien? On teste pas tout, on va vers là où on se ressent le mieux, où on ressent le mieux la chose. Là, on vibre, entre guillemets. Exactement. D'accord. J'ai vu aussi que vous faites tout ce qui est un peu géobiologie avec les lieux, parce que pour expliquer un petit peu, dans les lieux, tout est, on dirait, il y a les mémoires des lieux, entre guillemets. Le premier, c'est la mémoire des lieux. Ce que j'appelle moi la mémoire des murs. Il y a les pollutions électromagnétiques, tout ce qui est électrique crée des pollutions électromagnétiques qui peuvent créer des problèmes au niveau du corps. Et il y a aussi les pollutions entités et autres. Et exactement, comment vous gérez exactement ça? C'est-à-dire que vous rentrez dans un appartement, imaginons, et comment on peut percevoir avec vos mains? Tout ce qui est j'ai un appareil. Ça permet de détecter. Après, quand je vois que c'est pas dû aux pollutions électromagnétiques, après, j'essaie de ressentir. Puis j'ai un pendule spécial de géobiologie qui est celui-ci. D'accord. Et qui me permet aussi de détecter s'il y a des énergies négatives. Un mur, il est fait de silice aussi. Il y a du ciment, mais dans le ciment, il y a de la silice. La silice, ça mémorise. C'est ce qu'on utilise aussi dans les micro-ordinateurs. Pourquoi? Parce que c'est conducteur. Donc, c'est un petit peu comme le cristal, ça mémorise les événements. Quand il s'est passé un gros événement, par exemple un suicide, ça peut imprégner les murs. Et les murs vont garder en mémoire cette énergie. Et le mur, il peut renvoyer ces énergies. C'est pour ça que souvent, dans des habitants, on pense qu'elles sont hantées, mais en fait, elles sont pas hantées. C'est les murs qui parlent. C'est les murs qui renvoient ce de quoi ils ont été chargés, tout simplement. C'est pour ça que souvent les enfants ils vont voir prendre quelqu'un qui est mort, mais en fait la personne n'est pas là, c'est pas l'âme qui est là, c'est plutôt le mur qui parle. Ça peut être la mémoire, mais il peut aussi y avoir des entités. Par exemple, quelqu'un qui était très 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 matérialiste, qui veut pas quitter son domaine.
Et là, vous faites quoi? Vous faites passeur d'âme, entre guillemets? Vous êtes là pour l'accompagner, pour qu'il parte? Je lui dis qu'il se passe. C'est plus gentiment. Non, mais comment ça se passe exactement, passeur d'âme, exactement, en fait? Passeur d'âme, c'est tout simplement, on essaie de faire comprendre à la personne qu'elle a d'autres choses à faire, qu'elle n'est pas obligée de rester là. J'ai lu qu'en fait, il fallait beaucoup d'amour inconditionnel. Il faut de l'amour pour faire quoi que ce soit, pour faire tout. Pour qu'il y ait le lien. Dans ce travail, il faut de l'amour, sinon on le fait pas. D'accord. Pour qu'il y ait ce lien qui. Sauf quand on veut gagner de l'argent, en s'en foutant des autres. D'accord. Bah, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'amour. Et vous, personnellement, c'est alors une question un peu bête, mais c'est quoi votre objectif de vie, entre guillemets? Au-delà de guérir les personnes, est-ce que vous avez un d'évoluer, oui, de grandir, jusqu'à... Alors, moi, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup moins d'attaches que beaucoup d'autres. Par exemple, j'ai pas de parents. Donc, c'est ces attaches-là en moins. Je gagne un peu d'argent, mais j'utilise pour vivre et je vis pas pour l'argent. Donc, j'ai cette attache-là en moins. Alors, je suis encore un petit peu attaché avec l'affectif, l'amour, tout ça, c'est un petit peu normal. Mais à un moment donné, j'y arriverai pas. Je pense pas que ce soit dans cette vie, ce sera dans d'autres. Je vais atteindre ce qu'on appelle l'état de Bouddha. L'état de Bouddha, ça veut pas dire Dieu, ça veut dire l'éveillé. Et quand on est éveillé, on se détache de tout ce qui est matériel et on se reconnecte avec tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en dehors de l'illusion. Parce que ce plan matériel est une illusion, est un monde d'illusions. Ce que vous voyez, vous, c'est ce que votre cerveau recompose par rapport à votre naissance, par rapport à votre environnement, par rapport à vous avez été à l'école. Et lui, le cerveau, il recompose par rapport, plus ou moins, par rapport à tout ce passé-là. Mais qui vous dit que c'est la réalité, ce que vous voyez. Donc, on est dans un monde d'illusions, d'illusoires. La beauté, elle va durer un temps, après elle va disparaître. Mais la beauté est subjective aussi. Il y a des personnes âgées qui sont très belles et des jeunes qui sont très cons, très moches, malgré leur beauté apparente, etc., etc. Donc, il faut s'ouvrir à tout cela et arrêter de se fermer sur tout ce qui est éphémère et provisoire. Il faut essayer de se connecter à ce qui est éternel. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'ici, on vous apprend le contraire. C'est ce que j'explique aux jeunes femmes. Larguez ce qui est toxique pour vous et entourez-vous de personnes lumineuses, de personnes qui vous rehaussent, qui vous relèvent et pas qui vous rabaissent. Sauf que beaucoup de jeunes sont dans l'auto-sabotage ou alors beaucoup de jeunes estiment qu'elles ne méritent pas le bonheur qu'elles ont, donc elles s'auto-sabotent et elles détruisent toute personne qui peut leur apporter du bien. Pour quelle raison on s'auto-sabote, on va entre guillemets? C'est inconscient, ça peut venir des parents. À cause de la confiance sur soi? Oui, il y a ça, puis ça vient du passé en général. Il y a des parents qui ont pas arrêté de dire à une jeune fille que t'es nulle, t'es bonne à rien, tu vas jamais rien. Et ben pour elle, c'était acquis. Elle était nulle, bonne à rien, et elle a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je lui dise, tes parents, c'est des cons. Au lieu de la rehausser, ils l'ont rabaissée. Et puis j'en connais d'autres comme ça, il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres. Bon, je ne veux pas toutes les citer, mais il y en a plein, qui sont rabaissés par leurs parents depuis l'enfance. Et pour elles, c'est acquis. Donc, quand il leur arrive une situation positive, non, je ne mérite pas. Parce qu'inconsciemment, elles ont enregistré le fait qu'elles ne devaient pas avoir des choses bien pour elles. C'était des moins que rien, des nuls, etc., etc. Et elles créent ce qu'on appelle un auto-sabotage ou une forme d'autodestruction. Mais j'ai l'impression, en fait, que la conclusion un peu de tout ça, c'est que pour être mieux, il faut un peu se sortir du système, sortir de toutes les pensées, de sortir de son bocal. C'est ça. Ce que vous me disiez en off par rapport aux parents qui sont nos parents, mais un peu éphémères, comme vous me disiez. Ce sont des parents provisoires. Provisoires pour cette vie-là. Et peut-être dans la prochaine, ce sera nos enfants, ou peut-être ce sera juste des potes, ou entre guillemets. Ou peut-être qu'ils se réincarneront pas, on ne sait pas. Exactement. Et est-ce qu'il y a, comment dire, en fait, pour les personnes qui connaissent pas vraiment ce domaine, ça peut paraître un peu violent, entre guillemets. Ouais. Non, mais je comprends très bien, c'est qu'ils sont pas prêts à écouter, ils écoutent pas. J'oblige pas à écouter ce que j'ai à dire. De toute façon, quand je vois que la personne est fermée, je parle pas. Je parle de, je sais pas, moi, d'ordinateur, je parle d'autres choses, j'ai d'autres sujets de conversation. Mais je parle uniquement si je vois que la personne est ouverte et si je vois que ça lui crée un problème. J'essaye d'expliquer. Elle accepte ou elle n'accepte pas. J'oblige jamais quoi que ce soit. Alors, elle comprend. Il y a d'autres qui me disent non, je suis pas prêt à entendre. Eh ben, tu vas pas entendre. Quand tu seras prêt à entendre, on en parlera. C'est tout. D'accord. On fait pas passer un bac à un enfant du CE2. Dans ce domaine-là, c'est pareil. Si vous n'avez pas la compréhension, j'aurais beau vous expliquer ce que vous voulez, vous ne comprendrez pas. Donc, dans ces cas-là, autant parler d'autre chose. Mais quand même, est-ce que vous conseillez quand même pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là et qui lisent beaucoup de livres, parce que il y a un peu des clubs entre guillemets qui font ça. Hein, il y a des gens qui sont. Mais il y a beaucoup de conneries. Ouais. Parce que ça rapporte de l'argent. Mais comment on trie alors exactement? On fait confiance au bouche à oreille, le ressenti. Moi, je pense, j'essaie par rapport à mon ressenti. Quoi. De toute façon, tout ce qui est sectaire, faut oublier. Tout ce qui vous impose, vous oubliez. Il y a des gourous qui se font passer pour des gourous, mais il faut leur envoyer des bistons. Je suis allé en voir un, il s'appelait Ratatatata, un truc comme ça, quoi, je sais pas quoi. Il avait ses petites servantes, il avait ses petits trucs, il fallait lui envoyer des pétales de rose. C'est quoi ce bordel? Il est dans l'ego. Ça, c'est l'ego qui parle. On reconnaît
un être supérieurement élevé parce qu'il se met au service des autres et pas parce qu'il met les autres à son service. Tout être supérieur, c'est une loi immuable, se met automatiquement au service des plus faibles. C'est obligatoire. Donc, à partir du moment où quelqu'un cherche à profiter de vous, il faut fuir. C'est que c'est une entité qui est ou dans l'ego ou négative. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut reconnecter ça un peu avec des fictions où le personnage du héros, celui qu'on appelle le héros, est souvent celui qui aide les plus faibles, en fait. Ouais. Même si après maintenant. Mais dans ces cas, il n'est pas le plus faible par rapport à son ego. Il est le plus faible parce qu'il se par monter. C'est ça. Un ressenti comme un besoin aussi pour lui aussi. C'est un besoin. Ça devient un besoin. Les autres aussi, on s'aide soi-même aussi. Exactement, on évolue mais moi, c'est ce que j'explique à mes clientes. C'est pas moi on fait un échange. Je lui apporte quelque chose, elle m'apporte quelque chose. Et par rapport à tous les soins que je fais, par rapport à mes compréhensions, j'ai démarré avec des techniques. J'ai voulu mes techniques par rapport à ce que mes clientes me disaient. Et tout ça, ça me permet de grandir et d'évoluer, bien sûr. Je suis dans l'évolution constante. Je suis pas arrivé non plus à l'état où j'ai plus besoin d'évoluer. De toute façon, l'évolution est constante. Même quand on atteint un état d'éveil, après, il y a encore d'autres évolutions par-dessus. Et tout ça, c'est un échange mutuel, tout simplement. Et grâce à mes clientes, j'ai des compréhensions qui s'installent et j'évolue dans d'autres domaines où j'étais pas assez évolué. Et au début, quand vous êtes installé en tant que magnétiseur, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était mal vu? J'avais la folie. Le premier client que j'ai fait, j'étais comme ça. C'était en quelle année exactement? Je sais pas, 9-10 ans. 9-10 ans. Et est-ce que c'était bien vu? Est-ce que les clients étaient déjà un peu connaisseurs ou alors pas du tout? Moins, bien sûr, moins, parce qu'il y a eu une évolution. Puis, maintenant, le magnétisme est prouvé. Science Vie, novembre 2017. Donc, le magnétisme était pour en laboratoire maintenant. Il y a de plus en plus d'oncologues qui font appel à des magnétiseurs. Ce qu'on appelle les coupeurs de feu, c'est le magnétiseur, c'est la même chose. Mais quand j'ai démarré, moi, j'avais la trouille. Je me suis dit, les gens, on me prend pour un charlot, un charlatan, machin. Et la première personne que j'ai fait, c'était un gardien d'immeuble pas loin d'ici. Il avait un zona. Et quand je commençais à passer mes mains, à un moment donné, je vois, il tremblait comme ça. J'ai dit, merde, il a un infarctus. Il va crapser sous mes mains. Et en fait, après, il m'a renvoyé du monde. Je dis, bon, s'il m'envoie du monde, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis, petit à petit, comme ça, bouche à oreille, machin. Maintenant, je commence à être connu. Quand je fais une jeune fille, alors souvent, elle m'envoie le frère, le père, la mère, etc., etc., etc. Un effet domino. Ouais, c'est ça. Après, je suis pas un dieu. Ça marche plus ou moins bien. Mais dans l'ensemble, j'ai des résultats assez corrects. Et petite question, mais est-ce que les magnétiseurs se rencontrent entre eux? Est-ce qu'il y a un club? Est-ce qu'il y a une organisation? Il y a une organisation qui s'appelle Gora, mais ça n'a aucun effet. C'est pas reconnu. D'accord. Est-ce que ça permet de certifier certaines personnes? On ne peut rien certifier. Il n'y a rien de certifié dans ce domaine-là. Il faut que ce soit certifié par l'État, mais ça n'existe pas. Ouais. Donc c'est pareil, les écoles d'hypnose, moi je suis la meilleure que moi j'ai fait l'école ci, moi j'ai fait l'école ça. Et aucune certification quelconque, c'est juste l'école qui certifie, mais l'école n'a pas été certifiée par l'État. Donc c'est juste pour dire, moi tu me donnes 3 ou 4 000 euros, puis comme ça je te donne un petit diplôme, puis les gens sont contents. Bon, à un moment donné, on m'a fait passer les Reiki par correspondance. J'ai reçu un diplôme bidon. Ok. Je comprends, vraiment, il y a des choses. Mais moi, j'ai pas besoin d'école, j'ai appris par la vie, tout simplement. Alors après, attention, je fais pas de médecine, je fais pas des choses pointues comme les médecins, tout ça. Je reste dans l'énergétique. Donc, c'est où ça marche ou ça marche pas, quoi. Donc, je vais pas esquinter la personne, vous voyez. Et est-ce que vous êtes ouvert aussi, parce que vous êtes très ouvert à toute forme de guérison entre guillemets, toutes les techniques. Est-ce que vous êtes très intéressé aussi par vous parliez d'entités, mais par tout ce qui est un peu nature, c'est-à-dire les entités de la nature, etc. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous avez des connexions de temps en temps quand vous allez dans la forêt ou je ne sais quoi, des ressentis par rapport aux êtres? Parce que ça, je vous avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, j'étais déjà intéressé par d'autres domaines et c'était celui j'étais le plus réticent, j'avoue, parce qu'on parle d'elfes, dragons et non, là je suis pas trop là-dedans. Moi je vais par exemple le week-end prochain, je vais à la campagne, j'ai un pote à la campagne parce que je vais me ressourcer un petit peu dans la nature. C'est plus les arbres, la connexion avec les arbres et le vivant, la nature, ouais. Parce que là on est dans le mort en fin de compte. Il y a un petit peu de verdure, mais c'est les énergies de béton. Voilà. Alors quand je vais dans une forêt, je ressens l'énergie. La forêt, ça recharge. Ça revivifie le corps. Après, je vais à la mer. La mer est purificateur. Mm-hmm. Donc, je fais les deux. Je me purifie. Alors, je me purifie aussi chez moi par des bains de sel, du sel de mer non raffiné, pas du sel blanc, s'il vous plaît. Et je rajoute de la sauge. La sauge, c'est ce qu'utilisent les chamans pour purifier les choses. Et voilà. Et après, de temps en temps, je vais dans la nature. Mais maintenant, j'ai appris à m'auto-purifier, en fait.
M'auto-purifier par les pensées positives, m'auto-purifier par la méditation, et puis par des connexions avec mes guides, etc., etc. Mais de temps en temps, j'ai besoin aussi de me recharger dans la nature. Mais après, une personne qui est intéressée par ça, qui veut se purifier ou changer ou enlever certaines choses, et qui veut pas non plus faire 1000 choses, parce que ça prend du temps, j'imagine. Il commence par ses pensées déjà. Il commence par la base, là, les pensées, méditation, voilà, et les choses les plus faciles à faire, en fait, entre guillemets. Il faut commencer à purifier ses pensées. Vous imaginez qu'on a 60 000 pensées par jour environ. Si dans ces 60 000 pensées, il y en a 80 négatives, comment voulez-vous déclencher des choses positives? C'est impossible. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a encore le cerveau cro-magnon, qu'il faut retenir ce qui est négatif pour la survie. Mais à l'heure actuelle, ça ne nous sert plus à rien. Il n'y a pas de serpent dans Paris. Mais quand j'écoute les gens par rapport à la société, par rapport aussi aux médias, parce que les médias n'aident pas non plus à penser positivement, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui déclenche, tout ce qui notre handicap, en fait, l'handicap un peu de tout le monde, c'est la peur, en fait, entre guillemets. La peur des mondes, de la peur aussi. Parce que ça, c'est la pire, c'est la peur de la peur. L'inconnu. Mais cette peur, elle est maintenue par les groupes pharmaceutiques, elle est maintenue par les gros groupes. Il y a des tas de choses. Moi, par exemple, l'hiver, quand je suis malade, je fais du thé de thym et je mets du tétru dedans. Mais ça, les groupes pharmaceutiques, ils vont pas vous le dire parce qu'ils préfèrent vous prendre de Doliprane. Et après, c'est un apprentissage à faire soi-même. Il y a des tas de choses que je fais. Il y a des fois des clients qui me donnent des bons trucs. Par exemple, j'ai appris que le lapacho, c'était un puissant anti-infectieux. Le lapacho, c'est l'écorce d'arbre d'Amérique du Sud. Donc maintenant, je l'utilise et je conseille. Je dis aux gens s'ils veulent regarder ce que je conseille, rien en fin de compte. Voilà. Et puis après, des trucs, des techniques que j'ai appris. Je fais des ioniques de métaux aussi que je bois. L'argent colloïdal, ce qu'on appelle l'argent colloïdal, donc c'est des microparticules d'argent qu'on injecte dans de l'eau distillée. C'était l'antibiotique d'avant l'allopathie. C'est d'où le proverbe né avec une cuillère d'argent dans la bouche, parce que l'argent est anti-infectieux. Mais maintenant, il y a l'allopathie. Donc maintenant, ils ont trouvé la molécule. Donc ils préfèrent faire la molécule que l'argent colloïdal, que ça rapporte beaucoup moins. Surtout que l'argent colloïdal, on peut le faire soi-même. Mais maintenant, on a découvert les ioniques de colloïdaux. Donc c'est la vibration du métal qu'on met dans de l'eau. Et l'avantage de la vibration du métal, c'est qu'elle pénètre les zones du foie que l'argent colloïdal ne pénètre pas. Et ça n'a aucun effet indésirable. Même les bébés peuvent le boire. voilà, il y a des tas de choses comme ça. Mais ça, c'est à nous de faire des recherches. C'est l'individu qui va après. Voilà. Et si ça nous intéresse pas, on va pas faire de recherche. Moi, ça m'intéresse. Alors, je cherche énormément. Des fois, je trouve des bonnes solutions, comme des fois, je trouve des conneries. Et c'est quoi aussi votre relation avec, entre guillemets, les animaux? Est-ce que vous pouvez magnétiser des animaux? Bien sûr. Tout être vivant. D'accord. Plantes, etc. Tout être vivant. Ok. Et est-ce que, c'est peut-être une question bizarre, mais comme vous pouvez, on va dire, pas communiquer, mais vous avez des ressentis par rapport à l'être humain, et est-ce que vous avez des ressentis avec les animaux? C'est-à-dire, vous pouvez comprendre aussi ce dont a besoin un animal aussi? S'il est en peine, s'il est en... L'énergie magnétique est une énergie intelligente. Donc, je la laisse pénétrer, je la laisse rentrer dans le corps de la personne, et elle va là où il y a besoin de faire. C'est pour ça que souvent les gens me disent, quand je fais au niveau des épaules, ils ressentent des picotements dans les pieds. Ça circule. Ça circule, voilà, c'est ça. Et elle va agir là où il y a des faiblesses. Voilà l'avantage de cette énergie-là. Un petit peu comme la maladie va agir là où on a des faiblesses. Par exemple, moi, j'ai jamais de zona, jamais de psoriasis. Par contre, moi, ça tape le cœur. Quand j'ai une grosse émotion négative, je fais de l'estrasystole, de l'arythmie, tout ça. D'autres, ça va pas taper le cœur, ça va taper dans le zona, et d'autres, ça va déclencher les cancers. L'énergie, elle va là où il y a les faiblesses. Donc, le magnétisme, il fait pareil. Il va là où il y a les faiblesses et il va reconstruire cette zone un petit peu plus faible que les autres zones. Et qu'est-ce que vous conseillez quand quelqu'un a un choc émotionnel fort, deuil ou accident ou autre, et que la personne a du mal ou a peur même de déclencher peut-être une maladie, parce que c'est peut-être ça aussi. Déjà, il faut changer ses pensées. Parce qu'un hypochondriaque... Il peut venir vous voir, par exemple? Évidemment. Mais un hypochondriaque finit par tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il se pense malade. Quand on croit une chose forte, cette chose arrive. Les miracles de Lourdes, c'est ce qu'on appelle la magie de la foi. Alors, les gens vont à Lourdes parce que on dit que là-bas, c'est le mieux. Mais ces miracles-là pourraient très bien arriver dans votre cuisine. Si votre foi est tellement puissante que vous êtes persuadé que ça va arriver, ça peut très bien arriver. C'est ce que dit Jésus. Avec votre foi, vous pourrez dépasser les montagnes. C'est un peu aussi le système de la prière. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prier dans une église pour qu'il y ait un message. Non, je prie ici. Non. D'ailleurs, il y a un film qui résume très bien le fait, ça s'appelle Stigmata. À la fin, il dit « Soulève la pierre et tu me trouveras, fonds le bois et tu me verras ». Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas besoin d'édifices de pierre. Dieu est dans notre cœur et nulle part ailleurs. Donc, on peut prier partout. Mais en fait, je pense aussi que les religions ont intégré aussi dans notre cerveau des petites pensées, et surtout le système des péchés, le système de... C'est pour manipuler. Ouais. Le diable a été inventé par l'Église pour manipuler les serfs. Les serfs, c'était les paysans de l'époque, du Moyen-Âge. Alors, on disait, si tu fais pas ça, le diable va venir te chercher. Et l'Église, maintenant, c'est tellement graissé d'argent sur le dos des autres, c'est sectaire. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un curé qui m'entend, parce qu'il va faire l'Église. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce sentiment aussi de péché.
et de la personne qui se sent toujours un peu coupable. Parce que, je prends un exemple, mais celui, par exemple, qui va profiter de la vie et qui va, je sais pas, par exemple, il va se faire plaisir, il va aller dans un hôtel 3 étoiles, il va partir en vacances une semaine. Et à un moment donné, il va revenir et puis il va voir qu'il y a, il y a toujours la pauvreté, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Et est-ce que, par exemple, par rapport à ce lien, par rapport aux autres, est-ce qu'il faut quand même pouvoir se détacher? Parce que, il faut se détacher. Exactement. Parce qu'on peut pas guérir tout le monde et on peut pas sauver tout le monde. Non. Il faut se détacher de tout ce qui est toxique. D'accord. La culpabilité est une manière de manipuler les gens. Après, on fait des erreurs. On est humain. Mais c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on est forcément dans la négativité, quoi. Je fais des erreurs aussi. Des fois, un mot mal placé sur une personne fait plus de mal qu'un coup de poing. Des fois, on fait des erreurs involontaires ou du mal involontairement. C'est normal. On est en devenir, on est en évolution, on n'est pas parfait. Il faut accepter de ne pas être parfait, tout simplement. Alors après, bien évidemment, on faut partir du principe de faire le moins de mal possible. Mais on en fait quand même involontairement. Mais ça, il faut arriver à le comprendre. Mais par rapport au mal, quand on parlait de destinée, un peu des pôles ou des caps obligatoires qui... Non, alors voilà. C'est ce que j'avais pas fini tout à l'heure. Avant de se réincarner, déjà, on met en place les gros événements. Notre mort, les enfants, le gros amour, etc. C'est ce que j'appelle les piliers. Donc mais ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si, par exemple, notre femme s'appelle Isabelle, ce sera Isabelle. Et puis on choisit nos parents aussi. D'accord. Donc en fait, c'est un peu le menu. Quand on a des parents toxiques, c'est parce qu'on les a choisis à la base. D'accord. Okay. Mais c'est pas pour une raison d'expérimentation. Rien n'est dû au hasard. Tout est fait par raison pour expérimenter. Donc, on pose les bases, les gros piliers. Mais entre ces deux piliers, c'est nous qui créons notre vie. C'est ce qu'on appelle la co-création. Et donc, notre futur, c'est nous qui le créons par nos actions d'aujourd'hui. Le fait que vous soyez me voir, vous aurez quelque chose à mettre dans votre radio. Si vous n'êtes pas venu me voir, vous saurez créer un autre futur. Et par rapport à ce que l'on va semer, on va créer ou du bien-être ou du mal-être entre ces deux piliers. Mais si par exemple, on parle des piliers entre guillemets, mais si par exemple le pilier, il y a un pilier, c'est tuer quelqu'un. Ça fait peur, ça, par exemple. Ça sera pour une fois. Oui, mais quand on sait que ce corps n'est qu'un véhicule, comme un petit peu notre voiture que l'on met à la casse, on a moins peur. Ce qui nous fait peur, c'est parce qu'on croit que ce corps c'est nous. Mais en fait, ce corps ce n'est pas nous. Il sert juste de véhicule. Oui, mais par exemple, si dans notre destinée, c'est obligatoire qu'on tue quelqu'un, alors peut-être pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison. En général, ceux qui s'incarnent pour tuer quelqu'un, ils le font pour une raison précise, pour une raison d'expérimentation. Oui, mais il y a ce sentiment qu'on contrôle pas vraiment ce qu'on est. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On contrôle une partie, mais pas tout. Donc ça sert à rien d'être dans le contrôle, justement. Mais c'est un peu affreux parce que si, par exemple, notre destinée, c'est d'être quelqu'un de mauvais, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui fait un peu peur dans ce système de destinée. Nous-mêmes. Ça veut dire qu'on peut le changer. Ça veut dire qu'on peut le changer, mais si on l'a choisi, c'est parce qu'on doit expérimenter quelque chose dans ce sens-là. Mais rien n'est dû au hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a une dame qui me disait que le hasard, c'est le chemin que Dieu emprunte quand il veut être incognito. Mais pour revenir encore sur ce système de destinée, si on s'écoute vraiment profondément, on sait vraiment où on veut aller, en fait. On peut ressentir, mais il faut s'écouter pour ça. La majorité préfère fumer un joint que s'écouter. D'accord. Mais alors, peut-être une question totalement bête, et après j'aimerais parler un peu des thérapies de couple que vous faites. Mais c'est-à-dire que si, par exemple, on fait tout un peu au hasard, c'est-à-dire qu'on fait tout un peu à l'intuition, c'est plutôt la meilleure chose à faire, en fait. C'est bizarre, mais... Moi, c'est ce que j'explique aux gens, le hasard n'existe pas pour moi. Donc, en fait, autant le faire à l'intuition. Une personne qui vient là, je leur explique si vous êtes venu me voir, parce que moi déjà dans mes prières, je dis qu'on m'envoie uniquement les personnes à qui je peux apporter quelque chose. Je parle même pas de guérir ou quoi que ce soit, je dis à qui je peux apporter quelque chose. Des fois, le fait de savoir que nos parents sont pas nos vrais parents, des fois, ça peut créer un grand soulagement. Et des compréhensions qu'on n'avait pas avant de savoir. Après, si c'est une guérison, c'est une guérison. Si c'est autre chose, c'est autre chose. À partir du moment où je peux apporter quelque chose, ça me convient très bien. Mais majoritairement, d'ailleurs, j'étais surpris de dire que surtout les jeunes femmes me disaient, mais oui, je sais que le hasard n'existe pas. Je sais que si je suis là, c'est parce que on m'y a plus ou moins guidé. Et donc, il y a beaucoup qui sont dans la compréhension, mais souvent, on le refoule. Et c'est quand on remet au bout du jour qu'elle dit, effectivement, c'est ce que je pensais aussi. Mais c'est intéressant parce que j'ai une amie médium, par exemple, qui a énormément de problèmes de santé. Et pour moi, ma théorie, c'est parce qu'elle refoule, en fait, son don de médiumnité. Ouais. Parce qu'elle est très bonne dans ça. Mais elle a très peur, elle déteste ça, en fait, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des problèmes de santé en lien par rapport au chakra, au 6e chakra, et par rapport aux endroits connectés au 6e chakra. C'est-à-dire que tous ces problèmes de santé sont liés au 6e chakra. Et donc, je trouvais ça intéressant. Moi, je pense de dire, en fait, quand on a une aptitude, il faut la mettre au service des autres. Si on la met pas au service des autres, petit à petit, elle finit par brouiller, par se négativiser. Par nous manger, entre guillemets. C'est ça. Si on l'a, c'est qu'il y a une raison. Alors, qu'elle nous fasse peur au début, je comprends. Au début, j'ai eu peur, moi aussi. Mais j'ai affronté mes peurs, j'ai continué. D'autres ne préfèrent pas affronter les peurs, préfèrent faire la politique de l'autruche. Mettre la tête sous terre, c'est plus simple que de plutôt affronter ses peurs.
La politique de l'autruche, à un moment donné, mais ça nous revient en pleine face, de toute façon. D'accord. Donc, c'est idiot. On croit éviter, mais on n'évite rien du tout, parce que ça ne fait que reporter, toi. C'est-à-dire que ceux qui ont des soucis, vous leur conseillez soit de venir vous voir, ou soit d'une autre manière Moi ou un autre. Hein. Oui. Un magnétiseur ou autre, ou d'autres domaines aussi, on connaît chaman, etc. Ouais. Mais il faut vraiment un peu se libérer, un peu ouvrir la porte, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il faut comprendre que les peurs nous empêchent d'avancer, quoi. Donc, on a des peurs, mais il faut essayer de les maîtriser un petit peu. La peur fait partie de l'être humain, mais si on les maîtrise pas, on se laisse envahir par les peurs et on fait plus rien. J'ai vu une femme moi, qui m'a dit, elle est restée 28 ans avec son mari parce qu'elle avait peur de lui. Ce qui est un peu illogique en même temps. Mais je trouve ça aberrant. Puis il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Et il y a des gens qui restent avec le mari parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer le loyer, ils ont peur de ci, ils ont peur de là, ils ont peur de se retrouver seul. J'ai une jeune fille qui me dit, je préfère être avec n'importe qui qu'avec toute seule. Je dis, vous allez vous attirer des connards. Et c'est ce qui lui est arrivé. Voilà. Donc, la peur ne fait pas partie du spirituel. Le spirituel, c'est confiance en la vie, confiance en soi, sachant que nous sommes des extensions des créatures de Dieu, peu importe. Moi, j'appelle ça, je pense qu'on est des extensions de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que vous, quand même, dites le mot Dieu, en fait. Parce qu'il faut me le donner un nom, je vais pas l'appeler carotte. C'est con. Non, mais parce Dieu que ou la nature. c'est toujours qu'on était religieux, en fait, Dieu. Le mot Dieu. Dieu, c'est un mot. Moi, je m'appelle Cérin. Ouais, je vais pas m'appeler étoile de tente. Non, mais je trouve ça intéressant quand même. Dieu ou la nature ou le créateur. Ça dépend. Moi, j'appelle ça source, mana. Ou la source, c'est très bien. Ou le créateur. J'aime bien l'idée, en fait. Voilà, ou la source. Après, c'est personnel. Voilà, mais bon, après, voilà, la source, il y a les sourcils aussi. Non, mais il faut lui donner un nom. Et le Dieu, c'est le nom le plus commun. Voilà, il faut se dire qu'on est des extensions de lui. Donc, on a un petit peu les mêmes possibilités. Quand on l'utilise, c'est par la foi. À partir du moment où on a foi une chose, on peut la créer. Mais le fait que ça soit très proche de la spiritualité et la religion, parce que ça, c'est la religion, il y a toujours un lien. C'est ça qui est un peu embêtant, en fait. La spiritualité pour manipuler les gens, tout simplement. Mais c'est ça qui est embêtant, c'est ça, en fait, qui est un peu mauvais pour la spiritualité et qui est un peu gênant, c'est qu'il y a toujours cette connexion-là. Sauf que quand on rentre dans la spiritualité, on voit la vérité. Et on se détache des religions. Donc c'est vraiment un travail personnel. Exactement. Chaque chemin est personnel. Tous ces gens qui suivent des gourous, ils sont sur le chemin du gourou, mais ils sont pas sur le leur. Donc, il va falloir qu'ils reviennent faire leur chemin. En croyant accélérer, ils ne font que ralentir. Ceux qui se suicident en pensant échapper à leurs problèmes, ils ne font que se ralourdir d'autres problèmes par-dessus, parce que en plus, ils vont devoir venir finir le temps qu'ils n'ont pas fini, et vont devoir faire expérimenter toutes les charges négatives qu'ils ont fait expérimenter à ceux qui les aimaient autour d'eux. Donc, ils alourdissent leurs problèmes, ils ne l'allègent pas. Donc quand même, vous nous dites que, un peu à l'origine, nous sommes tous des êtres qui sont bons, en fait. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel... On est avec un disque dur vide. Et c'est souvent ce qu'on remplit à l'intérieur. Ça, c'est par rapport à la matière, c'est par rapport à notre corps, par rapport à notre personnalité. C'est par rapport à ce qui va nous arriver. Non, il y a aussi des entités négatives, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, il y a des êtres qui existent Ils sont négatifs, oui. Ah, c'est de leur origine, c'est-à-dire qu'ils seront toujours négatifs. Bah, pas toujours, mais... Pas toujours, ils sont dans leur évolution. C'est dans leur... Mais pour l'instant, ils sont en base astrale. Et petit à petit, ils vont évoluer. D'accord, ok. Tout simplement. Et puis, il y a des êtres qui ont toujours été positifs. Et qui s'incarnent pour l'harmonie et l'équilibre. Mais ils s'incarnent par amour, parce que sur ce plan matériel, c'est pas facile. Ce qui est intéressant, j'ai lu une interview d'une médium qui expliquait que comme elle peut communiquer avec des anges et surtout ses guides, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, mais ceux qui sont pas ici disent, et ceux qui ne sont pas incarnés en tant qu'êtres humains, disent que les êtres humains sont des gens très courageux, ou les âmes plutôt, qui vont décider d'être êtres humains, sont très courageux, ils ont un respect pour ça. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Non, ils n'ont pas eu peur, parce qu'ils n'ont pas ressenti le besoin. Oui, aussi, mais en même temps, ils ont aussi cette réincarnation est une réincarnation très lourde. Donc, il y a d'autres réincarnations qui sont beaucoup plus, comme si on était à la plage, quoi. Beaucoup plus cool. Sauf que sur ce plan matériel, on évolue beaucoup plus vite. Voilà pourquoi les gens se bousculent pour venir ici, en sachant qu'ils vont souffrir. Mais cette souffrance, elle est souffrance à partir du moment où on décide qu'elle est souffrance. Mais à partir du moment où on décide qu'elle est tremplin pour quelque chose de mieux, elle n'est plus souffrance. C'est souvent son interprétation de chacun. Ce qui est négatif pour vous peut très bien être positif pour une autre personne. Ce que vous voyez droit devant vous qui est négatif, si vous changez d'angle, peut-être que ça sera moins négatif. C'est comme pour moi, pour mon ex-femme, quand elle m'a jeté. Je voyais de la souffrance. Et au final, ça m'a fait un tremplin pour aller dans le bonheur, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je suis mieux sans elle? De toute façon, je lui ai dit un jour, merci. Elle me dit merci, pourquoi? Je lui dis merci de m'avoir jeté. Je dis pourquoi? Parce que je me sens beaucoup mieux. C'est comme des regrets. Souvent, beaucoup de personnes ont des regrets, mais il faut en fait revoir la chose et ce qu'on a pu faire avant, même si c'est quelque chose de mauvais, en fait. Il faut réanalyser. Se rendre compte que même la conséquence est bonne, en fait, entre guillemets.
l'harmonie, un kilo négatif, un kilo de positif, un kilo négatif amènera à son opposé à un moment donné. D'accord. Comme la vie amènera à son opposé à un moment donné. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Sinon, c'est mieux dans une autre. Les charges, on les ramène, nos actions, on les ramène avec nous, quelles qu'elles soient. Une fois, il y a un monsieur qui vient, me fait, je comprends pas, j'ai que du bonheur dans ma vie. Je lui fais comprendre parce qu'il est venu expérimenter le bonheur, tout simplement. Ça arrive. Et puis, il y en a qui vivent dans des châteaux, puis qui expérimentent le malheur, malgré qu'ils soient dans des châteaux. Et puis, il y en a qui vivent dans des grottes, et puis qui sont heureux dans des grottes. C'est pour ça que tout cela vient de l'intérieur. Le bonheur, c'est nous qui nous créons, d'abord de notre intérieur. Après, il peut y avoir des choses d'extérieur qui vont contribuer, je ne dis pas le contraire, mais la source sera du fond de notre être, de nous. Ce bonheur viendra de nous. C'est nous qui allons créer ce bonheur, avec la participation d'acteurs extérieurs, je ne dis pas le contraire, mais la source, la base, c'est nous qui le décidons. Il y a des gens qui sont très bien entourés puis qui se sentent mal, qui se sentent malheureux. C'est pas parce qu'il y a du monde des fois on est entouré de monde, on se sent seul. Donc, il faut d'abord faire le travail sur soi et ensuite, en étant au-delà de soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de l'autre côté comme un endroit où il n'y a plus d'espace et de temps. Tout est linéaire de l'autre côté. Mais c'est-à-dire, en fait, tout est, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire que notre monde, nous, c'est la réalité et que l'autre monde, ce serait un monde plus... J'ai bien le contraire. D'accord. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que l'autre serait plus créatif dans notre par rapport à notre âme et ce qu'on veut? C'est-à-dire que si dans l'autre monde, je sais pas, imaginons on remonte un peu dans le ciel, entre guillemets, on remonte à l'origine, donc on est décédé, on arrive dans le ciel, il y a des ondes. Non, mais ce que je veux dire, c'est on revient là où on était. Est-ce que ça veut dire qu'on sera quoi? On va recréer un monde comme on a envie ou? On va se retrouver dans un monde qui lui correspond vibratoirement, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, plus on a des vibrations élevées, plus on ira dans un monde paradisiaque, en quelque sorte. Et dans ces mondes-là... Ce sera un monde fictif ou ce sera... Ah non, il sera aussi réel qu'ici. De toute façon, le monde qui n'est pas réellement réel, qui est illusoire, c'est celui-ci. En fait, tous les mondes sont... Non, les mondes de vérité. Ça, c'est vrai que c'est plus compliqué à accepter ou même à comprendre, en fait, entre guillemets, en tant qu'être humain. Je veux dire, de ce système aussi un peu, comme un peu les mondes parallèles ou autres, mais ce système d'autres mondes, en fait, d'autres vies différentes avec d'autres les scientifiques quantiques l'expliquent, ils expliquent même qu'il y a même des multivers et que quand on a l'impression de voir un fantôme, c'est parce que c'est un multivers qui est en contre-choc et on voit une personne qui serait dans l'autre univers. Ils commencent à expliquer et à comprendre qu'il y a des milliards de mondes parallèles différents. Parce que là, on est enfermé dans nos croyances matérielles. Mais petit à petit, il faut s'ouvrir. Il n'y a pas que le matériel qui existe. Il faut bien comprendre qu'on a des consciences de limaces. On se croit intelligent, mais on n'est pas du tout. La médecine se croit intelligente, mais en fait, il faut que soulager le problème, mais pas la source du problème. Mal de crâne, Doliprane. On ne cherche pas à savoir d'où vient le mal de crâne. Quoi. Et j'appelle pas ça l'intelligence. Voilà. Après, il faut bien expliquer qu'il y a des tas de choses qu'on n'est pas, et puis qu'on n'est pas prêt à savoir. On est à la maternelle. Mais il y a des milliards de mondes vibratoires, des milliards de possibilités vibratoires. Et de l'autre côté, en fait, tout est linéaire. C'est-à-dire passé, présent, futur sont sur une même ligne. Donc, on voit aussi bien dans un sens ou dans l'autre. Et il y a ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Apparemment, ce serait là-dedans qui viendrait piocher les médiums et tout ça, dans ces mémoires akashiques. Mémoires akashiques, c'est là où tout est inscrit. Passé, présent, futur. Etc., etc. Donc, on piocherait des brides du futur dans ces mémoires akashiques-là. Voilà. Mais après, si on prend du principe que tout est linéaire, on comprend pourquoi les médiums arrivent à voir certaines choses en se connectant en linéaire, mais sans oublier que le futur est modélable. Donc, ils vont voir une possibilité de futur, mais si on a une action différente, ça sera encore un autre futur. Comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous n'étiez pas venu me voir, vous auriez ouvert une autre porte d'un autre futur. Le fait de venir me voir, vous avez ouvert une autre porte d'un autre futur, etc., etc. Si vous allez voir quelqu'un d'autre, vous ouvrez un autre futur encore, etc. Donc, tout est modélable, même le futur, sauf les gros piliers. Pour revenir un peu sur un autre domaine qui est l'amour, on parle d'amour inconditionnel, mais vous faites aussi tout ce qui est... L'amour inconditionnel n'existe pas sur ce plan matériel. Ah, sur ce plan de matériel ici, non? Non, ce qui se rapproche le plus, c'est de mère-enfant. L'amour inconditionnel, c'est simple, c'est je donne. Je suis heureux pour toi si tu es heureux, quoi que tu fasses. Une fois, il y a une jeune fille qui me dit, mon mec, il m'aime d'amour inconditionnel. Alors, je lui dis, plus de sexe, on va voir combien de temps il reste avec toi. Entre un homme et une femme, s'il n'y a pas d'échange, ça ne marche pas. L'amour, c'est pas l'échange, c'est de donner. Sans rien attendre en échange. C'est ça l'amour inconditionnel. Sur ce plan matériel, il ne peut pas exister parce qu'il y a la dualité. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est de mère-enfant. Une mère serait capable de donner sa vie pour son enfant, mais pas pour son mari. D'accord. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Mère-enfant. En fait, quand on ne s'est pas jeté comme moi. Et pour parler des couples, donc vous faites des thérapies de couple. Ouais. L'idée est arrivée comment? C'était à un moment donné, comme vous avez beaucoup de femmes parce qu'on m'a posé des questions, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui ont des problèmes avec leur conjoint, etc., etc. Donc, à partir de là, je me suis dit,
pourquoi pas essayer de les ramener à la source où il y a eu cet amour qui s'est déclenché et voir si on peut pas raviver cette flamme, tout simplement. Il n'y a rien de miraculeux non plus. Après, j'ai eu des couples qui sont venus me voir, là, elle m'a dit, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Donc là, je peux rien faire. Mais j'essaie quand même de raviver les anciennes énergies qu'il y avait avant, ces énergies d'affection et tout ça, si c'est possible. Puis après, si c'est pas possible, je dis, ben non, je peux rien faire, c'est tout. Mais des fois, il arrive qu'on arrive à raviver et à réunir ce couple. Et puis, il repart du bon pied. Alors, pour combien de temps, j'en sais rien. Mais en parlant d'amour et de sexualité, comment ça se passe exactement, énergétiquement, chez quelqu'un qui, par exemple, est un homme et qui se sent femme ou inversement? Comment ça se passe énergétiquement? Ça vous est déjà arrivé, un client ou une cliente qui était dans ce cas-là? J'ai des homosexuels, oui. Non, mais à ce niveau-là, mais là, non, là, c'est plus vraiment la personne qui oui, se mais sent... c'est hormonal. Là. D'accord. Je pense pas que ce soit du domaine de la réincarnation, je pense que c'est plus hormonal qu'autre chose. De toute façon, en fait, l'âme n'est ni homme ni femme, donc de toute manière... Non, il vient et après, ça devient homme ou femme. Mais l'âme, il est dans la fusion, il est dans les deux. D'accord. Il y a pas de sexualité de toute façon. Donc ça, c'est encore, on va dire, matériel. En fait, c'est le corps, c'est purement c'est le cerveau, c'est le sexe, c'est chimiquement. animal. Hein. On est des animaux. Hein. Quand on atteint l'état d'éveil, on n'a plus besoin de sexualité. Hein. Mais pour vous, parce que vous dites, on est des animaux, mais pour vous, en fait, l'être humain est aussi sacré, en fait, entre guillemets, qu'un animal, en fait. Vous mettez pas, en fait, de supériorité. Toute vie est sacrée. Ouais, d'accord. Même une plante. Quel droit a-t-on d'être une plante? Non, parce que souvent, dans notre société, l'être humain, se sent supérieur, un peu le maître du monde. C'est l'ego. C'est l'ego, ouais. Oui, ils se sent supérieurs par la destruction, ça, oui. Mais pour rien d'autre que la destruction. Non, il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens, mais en général, les gens qui sont vibratoirement élevés, ils restent dans leur zone parce qu'ils se mélangent pas. Parce qu'ils savent ce qui leur arrive quand on se mélange à la population. En général, ils se retrouvent suicidés. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ceux qui sont les plus éveillés, entre guillemets, bon là c'est peut-être un cliché, mais c'est souvent ce qui se passe avec des médiums ou avec des chamans. Ils sont souvent dans des ou même des magnéteurs, ils sont souvent, à part vous êtes à Paris, mais ils sont souvent dans des coins un peu isolés, que ce soit dans des régions spécifiques. Moi, je vais là où il y a plus de monde. D'accord. À Paris, je sais pas ce qui manque. Mais vous n'êtes pas perturbé à chaque fois? Parce que moi, j'ai l'impression que, comme Paris, c'est vraiment, il y a énormément de passages et qu'il y a énormément aussi d'ondes négatives. Est-ce que ça vous perturbe pas? Non, parce que moi, j'aime ce que je fais. D'accord. Donc, j'ai beaucoup de monde et puis ça me dérange pas parce que j'ai différentes personnes et puis j'aime ce que je fais, donc il n'y a aucun problème. Donc, vous arrivez à trouver un équilibre, en fait, à Paris? J'ai trouvé l'équilibre. Mais est-ce que quand vous partez, par exemple, dans une autre région avec... Je vais m'éclater. Le week-end prochain, je vais en boîte de nuit. mais quand vous allez dans une autre région, est-ce que vous êtes, vous sentez quand même qu'il y a une atmosphère qui change et ici c'est une paix différente? Non, Paris c'est lourd, forcément, parce que c'est une énergie stressante, Paris. Mais je suis habitué, c'est 30 ans que je suis là, et moi j'arrive à purifier, auto-purifier. C'est pour ça que je suis jamais trop stressé, jamais trop tendu, etc. De toute façon, je peux pas me le permettre. Et j'ai appris à maîtriser tout cela, quoi. Et par rapport à Paris, avec toutes les ondes et toutes les antennes maintenant qu'on met sur tous les immeubles, etc., et les gens qui sont hypersensibles à ça, est-ce que vous avez beaucoup de cas aussi en tant que client ou cliente qui ont des soucis? Il y a des gens hypersensibles sans le savoir. Ouais. Après, c'est suivant la pathologie, en fait. Suivant la pathologie, le problème, et tout ça, que j'arrive à voir si c'est dû à ça ou si c'est dû à autre chose. Mais la majorité des problèmes, c'est dû au stress, et du pensée négative et tout le reste. C'est la grosse majorité. Mais en parlant de pensées négatives et de blessures, de traumatisme, j'ai vu aussi dans tout ce que vous faites, il y a aussi ce qui fait le plus peur quand on parle d'ésotérisme, c'est tout ce qui est possession. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur ce sujet-là, on pense tout de suite à l'Exorciste, le film, et ça fait bien flipper. Personnellement, j'ai jamais eu de possédé. Ouais. J'en ai qui sont venus me voir en me disant que c'était possédé, mais c'était dans la tête qu'ils étaient possédés, nulle part. De la schizophrénie plus ou... Voilà, c'était d'ordre psychiatrique. Ouais. Alors, par contre, ce que j'ai vu, c'est des squattés, ça oui, le squattage, c'est rien du tout. C'est comme si une sangsue se coulait à vous pour passant. Un squatteur, on le vire assez rapidement. De toute façon, moi, je détecte toujours plus ou moins si la personne, je la vois stressée. Je demande toujours vos pensées comment elles sont, si elles sont plus négatives que positives. Donc, dans ces cas-là, peut-être squatter, parce que le squattage, en fait, il fait en sorte que vous soyez dans l'énergie négative pour pouvoir mieux se nourrir. Mais ça se désquatte très rapidement. J'utilise un mélange d'huile chamanique, justement, et j'utilise le bol tibétain avec des cristaux de quartz. La vibration du bol tibétain avec le cristal de quartz vont se mêler avec les huiles chamaniques. C'est ce petit pot-là. Alors, c'est un mélange d'huile et de cristaux. Alors, dedans, il y a de la stibine et de la spinelle. La stibine, c'est une pierre qu'on utilise dans les exorcistes. Et je mets ça sur le front. La vibration de cette huile va se mêler aux vibrations. Le bol et le cristal de quartz rose avec des intentions d'amour dedans vont également se lier avec les autres vibrations des huiles essentielles. Et ça fait exploser le squattage. Donc ça, je le fais. En plus, je prends rien en plus. Je le fais parce que ça m'amuse. Et puis surtout pour squatter les gens, pardon.
Et est-ce que ça arrive aussi que les gens reviennent et sont encore squattés par la même personne? Évidemment. Ah là, par la même personne, je sais pas, je ne demande pas le prénom. Enfin, je demande Non, pas mais le je veux prénom. dire, qu'ils sont re-squattés à nouveau. Mais évidemment, parce que s'ils replongent dans les pensées négatives, elles redégagent du négatif, donc elles se refont squatter. Alors c'est pour ça que je dis attention, faites attention, changez vos pensées. D'accord. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que si on a des pensées positives ou si on n'a pas de grosses blessures, il n'y a pas un risque qu'on soit squatté ou. Moi, j'ai une grosse blessure d'abandon. Ouais. Donc de temps en temps, et par exemple, j'ai eu une aventure avec une jeune femme qui venait là et tout, et en fait, elle m'a rouvert cette blessure parce que elle m'a, ce que j'appelle moi un petit peu utilisé, puis après elle m'a dit je cherche personne, machin. J'ai ressenti une autre blessure d'abandon. Mais j'ai essayé de la penser comme j'ai pu. Après, on a tous nos travers et nos. C'est pas parce que je suis magnétiseur que je suis un saint. Hein. J'ai aussi mes travers, j'ai aussi mes blessures d'abandon parce que j'ai été abandonné et puis j'ai fait plein de choses que j'ai fait Stormitor et tout ça. Donc, mais tout ça, ça m'a permis d'expérimenter. Et c'est maintenant avec la compréhension que je coupe les liens du passé, les liens toxiques du passé, parce que le passé, pour moi, il me sert qu'à une chose, ça va répéter les mêmes erreurs. Ouais. Mais tout ce qui est toxique, j'essaie de couper de manière à ce que ça ne m'atteigne le moins possible. Donc, je pense qu'il faut un petit peu faire la même chose. Comme beaucoup de médiums, magnétiseurs ou chamans disent vraiment, il faut vraiment éviter de penser au futur ou au passé, être plus dans l'instant présent. Je peux être dans l'instant présent. Vous vivez quand, maintenant ou demain? Vous êtes en train de vivre maintenant. Si vous n'êtes pas présent avec moi, ça sert à quoi de faire le. Non, je comprends bien. Donc, évidemment, faites dans l'instant présent. Ce qui n'empêche pas de faire des projets. Mais il faut que ça reste des projets. Il ne faut pas qu'on soit constamment dans le futur ou dans le passé. Parce que là, on n'est plus dans l'instant présent et on n'est plus à ce qu'on fait. Donc là, on peut se dire, on a un objectif, dans 2 ans, je fais ça. Évidemment. Et après, petit à petit, chaque jour, on se dit, tiens, bah là, aujourd'hui, je fais ça, etc. Tout en étant dans ce que l'on fait maintenant. Ouais. Ok. Mais cette expression, en plus, qui est très bien, c'est que là, on est plus passionné, donc c'est là où on vibre. Quand le temps passe très vite, c'est qu'on a été dans l'instant présent, souvent. Quand on n'a pas vu le temps passer, cette expression qu'on a, et souvent, ça arrive très souvent, film, discussion ou autre, c'est que vraiment, on a été dans l'instant présent. Bonne compagnie aussi. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. J'ai juste une dernière question. C'est par rapport à tout ce qui est un peu charlatanisme, tous les charlatans qui existent. C'est peut-être bizarre, mais c'est quoi le meilleur moyen pour choisir un magnétiseur? Est-ce que c'est le bouche-oreille? Ouais, il y a le bouche-oreille. Et même bouche-oreille, ça veut rien dire. Parce que moi, une fois, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle connaissait un magnétiseur miraculeux. J'avais une cliente qui avait une sciatique. Elle était mécanique, c'est-à-dire qu'elle avait bouffé les os. Donc moi, j'arrivais à atténuer, mais ça s'arrête là. Cette personne me dit, oui, il fait du miracle, il fait du miracle. Alors, c'est une personne de province, on l'appelle. Moi, je lui explique la situation. Il me dit, oui, mais j'ai pas de local sur Paris. Je dis, c'est pas grave, vous venez chez moi, il n'y a pas de problème. Il vient, à moitié chaud, à moitié bedonnant. En fait, il avait miraculeux que dans sa tête. À un moment donné, je m'en vais, et je reviens, puis je vois qu'il faisait de l'acupressure. Je dis, mais c'est pas du magnétisme, c'est de l'acupressure que tu fais. Il me dit, non, je fais du magnétisme à ma manière. Et puis, il commence à nous expliquer qu'il massait les seins, il commence à nous expliquer, je dis, ça, c'est bizarroïde quand même. Pour quelqu'un qui se prend pour un saint, c'est bizarre. Et quand il est parti, ma cliente, elle revient, elle m'a dit, mais vous savez ce qu'il m'a fait? Ben non. Il m'a mis la main dans les fesses. Et après, il l'a invité à boire un café, puis lui demander qu'est-ce qu'elle aimait comme position sexuelle, machin. Et il m'a été conseillé. Et quand j'ai expliqué ça à la personne qui m'a conseillé, elle m'a dit, ah, pourtant, c'est bizarre, parce que dans son village, il fait des miracles. Oui, il fait des miracles, oui. Il plotte les seins. Et ça, c'est miracle. Et voilà. Donc, il faut comprendre que, parce que la majorité des gens sont marketypés, on va pas dire neuneux, mais marketypés, quoi. Ils s'imaginent que plus c'est cher, mieux c'est bon. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis à 50 € et 30 € étudiant, justement pour donner l'accès au maximum de personnes. Ça ne veut pas dire que je sois moins bon qu'un autre, parce que des fois, j'ai des retours sur des gens qui sont à 100 ou 150 € et ils font bien moins les choses que moi. Et en plus, ils gardent que 15 minutes. Alors, je me rappelle plus du mec, mais j'ai eu 3-4 clients à lui qui sont venus me voir et qui se sont plaints, quoi. J'ai dit, donc, le prix ne fait pas la qualité. Ça, faut l'enlever de sa tête. Ça, c'est du marketing, ni plus ni moins. Comme L'Oréal, ils ont expliqué que leur crème anti-rides était moins bonne que celle de Lidl qui coûtait 6 € parce que c'est un effet marketing. Parce que s'ils baissaient le prix de leur crème, ils en vendaient plus. Mais ils reconnaissent que leur crème, elle vaut rien, en fin de compte. C'est un effet placebo. Et pour le magnétisme aussi, il y a toujours un effet placebo. Bien sûr, que la personne elle vient, je vois un magnétiseur, il y a l'effet placebo qui va entrer en action. Mais il y a aussi la puissance du magnétiseur. Mais ce n'est pas parce qu'il est à 80 € ou à 150 € comme j'en ai vu certains, qu'il est meilleur. Ça ne veut strictement rien dire. Le seul moyen de savoir, c'est d'expérimenter. Même le bouche-à-oreille, des fois, ça peut amener à confusion. Un magnétiseur qui est bien pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre personne. Mais vous expérimentez, ça ne vous convient pas, et bien vous allez en voir un autre, tout simplement. Moi, les personnes qui me demandent, je dis, écoutez, vous venez, moi je ne peux pas vous assurer. Il y a des personnes, j'arrive des douleurs. Une autre personne va venir, je ne sais pas si je vais arriver à enlever sa douleur. Parce que la source est peut-être différente. L'ouverture de la personne est peut-être différente.
l'acceptation du soin est peut-être différente. Donc, je ne peux que conseiller de venir, d'expérimenter et de voir. C'est tout. Merci beaucoup pour cette interview. C'était le podcast de Serge Diaz, Magnétiseur. Retrouvez toutes les infos le concernant sur son site internet www.magnétiseur-paris.eu.